On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie. Bonjour à tous et bienvenue dans On va pas se mentir. Très chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce samedi comme chaque semaine de 15h30 à 17h. Aujourd'hui, nous avons un gros programme. Nous allons revenir sur les débordements qui ont eu lieu lors de la victoire du PSG. Tony Pitaro est avec nous et soyez attentifs parce qu'il a des informations exclusives à nous donner. Nous aurons également l'honneur de recevoir Grégory Moreau du Parti animaliste. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes heureux d'être là ? Toujours. Content d'être là, de vous retrouver. Bonjour Tony, merci d'être avec nous. Bonjour Baya Carla, Je suis heureuse merci que de vous m'inviter. soyez là. Bah oui, écoutez. Un vrai journaliste de terrain, ça change des autres Vous journalistes. dites ça pour vos collègues qui sont autour de la table. Absolument, oui. Et vous les envoyez pas sur le terrain travailler, Baya Carla ? Écoutez, ils ont déjà beaucoup de travail, donc. Vous pouvez les envoyer la semaine et ils viennent débriefer le samedi chez vous. Mais c'est pour ça qu'on vous laisse le travail. Alors, note à Tony. Baya, ne prenez pas Tony Pitaro comme producteur de l'émission. Je sens qu'on va devoir Oui. bosser plus que prévu. Et sans être payé, c'est sans pas être le payé projet. d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il manque une personne autour de la table, mais je ne sais pas qui c'est. Ah bon, on l'a entendu. On l'a entendu ? Bah oui. C'est Alexandre qui n'est pas avec nous, et d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il avait un message pour nous. Bonjour Baya, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous chers auditeurs. Je suis désolé, effectivement, je ne peux pas être là aujourd'hui car je suis en déplacement pour Radio Courtoisie, mais le cœur y est. Je vous souhaite quand même de réussir à dire des choses intelligentes sans moi dans cette émission et puis je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Armand, je vois que vous avez un Non, mais message pour Alexandre. Je remarque juste, même quand c'est un audio, il est long. Et moi, j'ai un message pour Tony Pitaro. Ah. Vous voyez qu'on a des journalistes de terrain. C'est vrai. Il est sur le terrain. Non, c'est vrai. À Je suis Bruxelles. mauvaise langue, Eh mais je suis oui. mauvaise langue. Vous me recevez gentiment, je suis mauvaise langue. Non, mais c'est pour ça que j'ai attendu que le son arrive. Oui, Je oui. savais que le son arrivait. Je vous ai laissé. Mais on Il est rectifie. actuellement à Bruxelles, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, il travaille. Et pour commencer, j'ai un coup de cœur, parce qu'après, il y a plein de coups de gueule, notamment Armand et Elliot, voilà, deux personnes très virulentes. Et mon coup de cœur de cette semaine, c'est un jeune homme de 17 ans qui a fait trembler Roland Garros. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est Moïse Kouamé, classé 318e mondial, inconnu du grand public il y a encore 15 jours. Et là, il débarque, porte d'Auteuil, il bat un top 50, il joue presque 5 heures au tour suivant et il pousse la 36e mondiale à un tie-break à 11,9 avant de s'incliner à 17 ans pour son premier grand chelem. Je vous le dis, retenez ce nom parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Pour moi, c'est vraiment la révélation de Roland Garros, Tony. Vous avez un avis à Non, mais nous donner ? 17 ans, vous vous rendez compte, à 17 ans, quand on fait un tel parcours, va falloir mettre la barre très haute pour continuer, parce que je pense qu'il a encore une énorme carrière, et peut-être que demain, ce sera l'énorme star du tennis, et nous, on l'aura vu débuter, voilà, on découvre son nom, Kouamé, on n'a pas trop son visage, on l'a vu un peu sur le court, et ça va être une énorme star du tennis, peut-être, en tout cas, c'est bien parti, on lui souhaite. Elliot, vous avez suivi Roland Garros cette année ? Toujours. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé son jeu. J'ai beaucoup aimé la façon dont il est humble sur le terrain. Après, je suis pas coach sportif, donc je vais pas lui donner de conseils. Mais Armand, vous avez un commentaire à faire juste sur- avant, moi j'avais un truc. Je remarque qu'il y a beaucoup plus de jeunes sportifs français qui font la une. Il y avait Léon Marchand, il y a Kouamé, on a Désiré Doué avec le PSG, on a beaucoup de jeunes qui commencent à sortir. Donc on a une très grosse formation en France. Ils incarnent un espoir, surtout, et puis voilà, c'est la discipline, c'est l'excellence, c'est l'exigence, parce que pour être bon sur le terrain comme ça, c'est la salle de sport, c'est on dort la nuit, c'est on boit pas d'alcool, et on bosse. Exactement. C'est un très très bon exemple pour la Ouais. jeunesse française. Ah bien sûr, c'est vrai que beaucoup aimeraient être comme lui, et puis je sais pas combien il touche là pour l'instant, mais il va gagner pas mal de sous en Je crois plus. C'est pas 350 000 ? Depuis le début de sa carrière, il me semble qu'il a gagné 157 000 euros. Oui, mais à Roland Garros, je crois qu'atteindre le troisième tour, c'est aux alentours de 350 000, mais je crois qu'il y a un On est problème pour compte lui. à 17 ans. Et Ça en fait plus, rêver, hein. il a été invité grâce à une wildcard. Il a créé la sensation en atteignant le troisième tour de Roland Garros. Mais est-ce que vous savez ce que c'est une wildcard ? Non. Alex, est-ce que vous Non, savez ? du tout. On connaît une black card, malheureusement je l'ai pas. Ah, vous êtes mais tellement pas vénal, encore. Tony. La- C'est pas l'autorisation de jouer parce qu'il fait Ah, sensation dans d'autres petits tournois. C'est une invitation. En fait, il n'était pas convié directement à Roland Garros. Il n'a pas eu les qualifications pour entrer à Roland Garros. J'ai eu cette information aujourd'hui. Je ne suis pas une grande connaisseuse de Roland Garros. Mais Pourtant, vous avez le polo Lacoste.
Ouais, c'est Oui. vrai. Vous avez il manque que On le chapeau, doit vous avez citer le d'autres profil de la marques, dame à Roland Garros. Lacoste, il y a quoi d'autre? Qui a Fred dit? Perry, Ouais, il y a Puma, Nike, Rolex, Wilson, au tennis, Wilson. Wilson. dans les abs- annonceurs de Roland Garros. Et d'ailleurs, Baya, je partage votre coup de cœur et ce que vous avez dit, Tony Pitaro, je suis vraiment d'accord. C'est vraiment un espoir au-delà du sport français. Je trouve que même dans le tennis, c'est un sport où on a du mal à avoir des Français qui ressortent vraiment, Ouais, qui dominent ce Et sport. c'est des On en vrais a- héros parce que de nos C'est jours, ça. c'est les rappeurs qui sont pris pour des héros ou les dealers de drogue. Et là, Oula. on voit un mec. Non, mais c'est vrai, il y a D'entrée, beaucoup de gens. d'entrée de jeu. Oui, c'est vrai. Et on voit qu'on peut gagner beaucoup d'argent en ayant une discipline, en étant dans les lois, sans brûler des voitures, etc. Et là, c'est un très bel exemple. Et Je il sens faut que Tony inviter tout le Pitaro a monde. envie de parler du PSG. Oui, c'est vrai que je suis en avance sur le conducteur. Il faut pas me donner le conducteur. Faut pas me donner le conducteur. Elliot, vous avez un coup de gueule. J'en ai ras-le-bol de Paris. Alors, surtout le dimanche, parce que comme depuis quelques années, Paris est submergé et bloqué par des événements en tout genre dont on apprend l'existence le jour même, que ce soit le marathon, le semi-marathon, la course des 10 km, la parisienne ou d'autres. On a même droit à un dimanche tous les mois qui est fermé dans Paris, le 3e, et certains arrondissements qui sont fermés. J'en ai ras-le-bol. Voilà. J'en peux plus. On est prévenu la veille. On nous laisse pas accéder à la moitié de Paris. On est riverain. On n'a pas le droit de prendre sa voiture. On n'a pas le droit de prendre le métro parce qu'il y a certaines stations fermées. Et on se fait J'en ai engueuler en ras-le-bol. plus, on se fait Et engueuler. on se fait La dernière engueuler. fois, moi je voulais aller prendre un café un dimanche, il y avait le marathon de Paris et je devais rejoindre quelqu'un, mais c'est impossible de traverser, mais c'est vraiment impossible. Et si vous traversez, on vous hurle dessus, mais moi je suis désolé, moi le marathon ça m'intéresse pas, je m'en fous. Et j'avais d'ailleurs tourné une vidéo, bon ça avait fait un bad buzz parce que tout le monde disait que c'était qu'une fois dans l'année, mais pas du tout. Il y a toujours le 10 km du Bois de Boulogne, il y a les Non, 15 mais km de exactement. machin et ça passe tout le temps. Et je suis désolé, il y a que le dimanche où on peut un peu souffler de temps en temps et vous allez prendre un café entre amis, vous pouvez pas passer, Non, les mais gens vous Écoutez, insultent, moi les je gens sont suis énervés. absolument pas d'accord avec vous. Je trouve que Ah bah c'est écoutez, économiquement, je trouve ça très bien d'avoir de grands événements qui se passent à Paris. Ça permet d'avoir de l'affluence, de remplir nos cafés, non, mais d'amener économiquement, des personnes qui viennent de province aussi et qui dépensent de l'argent à Paris. Armand. Non, mais c'est Pour tellement vendre trois français, bières, c'est c'est pas tellement économiquement. français de glorifier le sport il y a même pas 2 minutes et de critiquer ensuite le marathon de Paris Non, non, 30 alors- secondes après. Alors, Non, mais Armand, je- ce que Attendez, je veux dire, ça. Armand et Elliot après, s'il vous termine. plaît. Je comprends ton coup de gueule. Je suis aussi véhiculé. Et Paris, effectivement, c'est une horreur lorsqu'on est en voiture. bien sûr. Mais Même à je pied, suis hein. désolé, je vais nuancer. Moi, je reste content quand il y a des événements dans la ville de Paris. Parce que mine, c'est quand même des événements fédérateurs, c'est des événements familiaux. Je suis pas très pro-marathon non plus et je pense que ça se voit. Mais, mais c'est vrai que c'est pas le genre d'événement qui me touche. Mais je suis très heureux que la ville puisse organiser des événements qui sont accessibles à tous, qui sont gratuits. Et Ah, ils où sont il y pas a- gratuits. Hein. Ils Ah, sont ils gratuits. pas Le du- marathon, mais on non. peut le regarder Justement, ça gratuitement. permet d'avoir Le de marathon, on peut le l'affluence à regarder Paris, de gratuitement. remplir Exactement. les cafés. Mais- Les taxis sont contents parce qu'ils peuvent aussi Ah avoir bah, des les taxis clients. sont contents pendant le marathon de Paris. Ah bah appelez les taxis, Aux hein, je pense. alentours. hein. Aux Ah bah alentours. moi j'ai dit. Ah Aux oui, bah, alentours, alors ouais. très très loin. On peut En aller en Ile-de-France. Grande Couronne. En Grande Couronne. Non, mais le problème qu'on a, c'est qu'on a en 2010 dit qu'on laissait les berges de Seine accessibles aux piétons. On met ni les bois accessibles, ni les berges de Aménagés, Seine aménagées pour ces courses, et on bloque tout Paris. Je suis désolé. Hein. Ah Moi, oui, je et puis vous comprends mettez pas. les cyclistes et tout le monde s'énerve. Moi, combien de fois je croise des cyclistes qui sont en train de gueuler, qui s'énervent, en Mais plus il c'est fait chaud. insupportable. Non, mais c'est Paris, moi, pour y être toute la journée, c'est invivable. Paris est invivable. Invivable. On peut pas sortir dans les rues. Mais Tony, peut rien faire. mais Paris est achetez un invivable. vélo. Ah non, non. Achetez Ah un non, je vélo. ne baladerai pas en vélo. Mais les gens sont aigris à vélo. Moi, je les croise Non, mais sur oui, les pistes bien sûr. cyclables. Mais vous voyez quand même les gens Bah, comme bien ils sûr. gueulent à chaque fois sur les voitures, ils hurlent. Vous prenez le vélo, vous comprenez rien. Moi, la dernière fois, j'ai traversé la place de la Concorde à vélo avec Madame le maire, Catherine Lécuyer, la nouvelle maire du 8e. Mais c'est impossible, on peut pas traverser place de la Concorde. On a failli se faire écraser 10 fois. C'est Vous l'impunité en passez vélo. au milieu, c'est une catastrophe. Vous avez les camions qui passent dans tous les Ouais, sens. moi, je suis Et en totalement plus, d'accord avec vous. mais en plus, vous vous là-dessus. faites klaxonner, c'est vous qui vous faites engueuler. Donc, Absolument, nous, on veut faire ouais. la mobilité douce parce qu'Emmanuel Grégoire, il adore ça, mais on peut pas. Il bah, a Moi, il vous est très mal organisé. savez, les cyclistes, je les appelle les aigles de la route. Ah bah, moi, je les appelle des horreurs. Ce sont les patrons de la route. Bah, d'ailleurs, je veux bien votre avis à tous. Il y a eu, il y a quelque temps, un débat à l'Assemblée, il y a 1 ou 2 ans, je crois, sur le fait de mettre des plaques d'immatriculation pour les vélos. Vous seriez pour? Ah bah, bien Bien sûr. sûr. Absolument, oui. Mais Ok, comment on va c'était faire pour les unanime. Vélib Comment on va faire Bien pour les sûr. Vélib Mais Mais- ça va servir à quoi juste Bah, verbaliser. Ok. Armand, Oui. vous aviez également un coup de gueule. Je vois que tout le monde est énervé ce soir autour de la table. Tout le monde sauf moi, hein. Moi tout va bien. hein. Moi C'est aussi. sur Emodem. C'est sur Emodem, une influenceuse qui accepte des partenariats avec des marques qui encaissent leur argent puis les critiquent publiquement derrière. Et il me semble que c'était sur Twitch, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, mais en fait, ça va au-delà des modems.
Emodem, et c'est surtout l'exemple que je voulais prendre, mais je vais vous parler d'une chose qui s'est passée cette semaine et que vous n'avez sûrement pas loupé. C'est le lancement de plusieurs marques par nos chers influenceurs et youtubeurs français. Donc on a la boisson gazeuse et énergisante de notre ami Squeezie. On a les chips. De votre ami Squeezie. De votre ami. De vos Moi, c'est amis. pas mon ami, Squeezie. Hein. On a, et attendez-vous, soyez prêts à écouter Bah oui, ce que je vais dire. Je sais ce que vous allez On dire. a les chips au bacon, non, Halal. chips jambon beurre, Ouais. halal friendly. Faut m'expliquer ce que veut dire jambon beurre halal. Vraiment, je pense qu'il y a un imam qui a fait une prière sur une pomme de terre ou quelque chose, j'arrive pas très bien à comprendre. Mais la seule que j'aimerais Les Vous m'aviez faire. pas dit que c'était une émission qui n'appartiennent dérapait, qu'à bah, il y a qu'un. Mais, non, mais c'est, Vous avez voilà. raison, mais vous avez raison. Le but de cette petite boutade, c'est montrer en fait cette hypocrisie de la part de ceux qui nous font de la moraline constamment sur les réseaux sociaux, sur Twitch et autres, tous ces influenceurs qui nous font de la moraline tous les jours. Squeezie qui nous vend des boissons comme le kombucha qui sont censés avoir des fruits. Mais c'est pas une boisson, c'est n'importe quoi, c'est du marketing, il n'y a rien dans son truc. Oui, Il mais vaut sauf mieux que- acheter des boissons protéinées qui existent déjà. Sauf ça qu'il serait nous bien. sort une boisson, comme on dit en anglais, healthy, pour nous sortir ensuite une boisson gazeuse Healthy et qui veut énergisante. dire bonne pour la santé. Bonne pour la santé. Pour nous Merci. sortir. Vous allez mettre encore des pièces Je- dans le cochon, vous, hein. Vous allez être ruiné à la fin de la saison. suis On peut partir malheureusement- ensuite avec la tirelire ou pas On peut partir avec ou pas Avec moi, Si vous, vous avez- êtes le avec seul moi, à vous aurez la n'avoir- même Pas tous carte. en même temps, s'il Non, vous mais plaît. il y a Tony, un vous vrai voulez sujet, réagir. mais il y a un vrai sujet sur ces influenceurs qui lancent des produits halal, puisque vous vous souvenez de Michou qui avait lancé Milly, là, le burger. ouais, le burger, mais tout était halal. On nous avait rien demandé, tout était halal, et là c'est pareil. Et c'est des gens qui ne sont pas musulmans, donc en fait c'est extrêmement choquant de faire ça. Et évidemment c'est pour faire des ventes, mais Je vais juste revenir sur le coup Le de cas des gueule modems. des modems. Alors, Emodem, c'est la seule, visiblement, qui est honnête, qui assume, et vous allez l'entendre, de vendre des produits qui sont mauvais pour la santé et qu'elle les critique ensuite après avoir pris leur argent, effectivement. Je vous laisse écouter cet audio révélé par Twitch Gauchiste. Mais c'est pour ça que je préfère le financement participatif parce que, bon, après, ça veut dire reposer sur sa communauté. Ou alors, bah, le placement de produits. Pour moi, il y a ce truc de on prend de la thune aux capitalistes. Tu dis à ta communauté que c'est du scam. T'es pas obligé d'en parler beaucoup, tu vois. Désolé, moi, je suis avec Oli. Et j'avoue que j'en parle jamais. J'ai même un peu oublié de montrer mon gobelet là depuis 2-3 mois, tu vois. Et il y a ce truc de, bah, ils savent pas ce que je fais. Je suis censée en parler souvent. Mais tu donnes de ils s'en l'argent racontent quand les couilles. Oui, je me prends 200 balles par mois. Non, mais vous savez, c'est comme les enfants qui critiquent leurs parents qui les nourrissent. C'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est une folie. Il y a ce terme de capitaliste qui revient toujours sur le devant de la scène quand on entend parler de tous ces gauchistes. Mais je veux dire, dans ces cas-là, allez vivre dans la forêt. Non, mais c'est vrai. Allez vivre dans la forêt et vivez comme bon vous le semble et pas grâce au capitalisme. Bah, c'est complètement stupide. mais elle est sur Tony. Instagram, mais elle croit que Meta c'est quoi? Elle croit que c'est financé par Ah oui. qui Meta? Mais elle est complètement débile Nos cette téléphones. influenceuse. Mais elle est complètement, pardonnez-moi, mais elle est débile. Elle est profondément bête. Mais elle est, après c'est une influenceuse, on peut pas non plus lui demander Bah, elle est d'être bête un et prix Nobel. odieuse parce Ouais. qu'elle assume quand même prendre l'argent des capitalistes, mais derrière elle explique, elle est contre. Bien sûr. Mais sans les capitalistes, elle n'aurait pas d'argent, donc c'est complètement ridicule. Armand, s'il vous plaît. Pour rappel, Emodem est une streameuse qui est très proche de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Moi je la connais pas. Bah, ouais. Elle se Jamais dit entendu. polémiqueuse. D'où polémiqueuse, d'où Ah. le petit rappel. Et en fait, effectivement, vous avez totalement raison. Moi, ce qui me dérange dans ce qu'elle dit, au moins elle l'assume. Elle assume prendre de l'argent à une marque qui s'appelle Oli pour lui cracher dessus derrière. Bon, c'est moyen. En fait, si on veut pas participer au système capitaliste, et vous avez raison, bah on prend pas l'argent de Oli. Et puis après, tout c'est bien fait simplement. pour la gueule de la marque, hein, parce que quand on veut faire une collab avec une meuf pareille, faut pas s'étonner réfléchit qu'elle avant. crache dans la soupe. Donc c'est bien fait pour leur gueule, et ils ont perdu beaucoup d'argent, et en plus ils se prêtent. Bon, ceci étant, je pense que ça va lui servir à la marque, parce que quand il y a une influenceuse comme ça qui critique votre marque, ça veut dire que vous êtes dans le C'est vrai. que vous êtes une bonne marque. Et c'est vous êtes une bonne marque. Donc peut-être c'était une stratégie aussi. Vous écoutez toujours Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, on ne le dit pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. C'est grâce à vous que nous pouvons nous permettre d'avoir des émissions de qualité comme la nôtre. Tony Pitaro est avec nous. Journaliste, il est suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux avec ses interviews de rue et son slogan « Le réel en réel ». Il s'est imposé comme une figure médiatique qui divise autant qu'elle intrigue. Merci encore une fois d'être avec nous. J'ai quelques petites questions à vous poser, Allez-y, toutes les si questions. vous êtes prêts. Je suis prêt. Depuis plusieurs mois, vous êtes au centre de nombreuses polémiques. Est-ce que vous vous attendiez elles sont bien, à elles sont devenir super, une vos figure questions. aussi clivante? Bah, évidemment, quand on tourne ces vidéos, que je les monte et que je les diffuse, je suis pas fou, je sais ce que ça va générer. Il n'y a jamais une vidéo que j'ai postée où je me suis dit oh là là, mais je suis surpris, franchement, je m'en prends plein la gueule. Non, franchement, mais après vous dites clivant,
La plupart du temps, les gens sont quand même d'accord. Hein. Franchement, quand je fais la vidéo du Pont des Arts où je vais avec le maire du 6e, on lève la planche de bois, je vois pas ce que les gens peuvent dire. Hein. Ils vont pas dire ah non, mais quand même, tout va bien. Enfin, si vous voulez, oui, des fois, il y a des vidéos qui font un peu des bad buzz. On parlait du marathon de Paris tout à l'heure. J'étais allé avec une ancienne candidate Reconquête à Paris Centre au marathon de Paris. Elle avait sa poussette et en fait, elle se plaignait du marathon. Et évidemment, personne n'a compris. Donc personne n'a compris et son fils d'ailleurs s'en est pris plein la gueule, donc on a dû retirer la vidéo parce que ça me permet d'ailleurs de faire la mise à jour parce qu'il y a beaucoup de gens, même Street Press, etc. Justement, on va y venir. C'est des gens on va qui revenir ont sur dit Street Press. que j'avais fait donc cette vidéo du marathon qui a fait des millions de vues tout de suite et ils ont dit face au bad buzz, il a retiré. Mais j'ai pas du tout retiré face au bad buzz, moi j'en ai rien à foutre. En fait j'ai retiré parce qu'en fait il y avait le fils qui était mineur dans la poussette de cette dame et le fils s'en prenait plein la gueule à l'école, il se prenait des insultes antisémites et en fait pour pas que ça le suive toute sa vie cette vidéo parce que ça commençait à parler même dans l'école, les parents, et puis ils comprenaient pas trop le petit mais ça lui revenait. Donc évidemment vous avez un gamin, je sais plus il a quel âge, mais qui se prend des insultes antisémites plein la gueule, évidemment que je vais retirer la vidéo. Bon de toute façon elle est partout, mais moi en tout cas je l'ai retirée pas par pression, par je ne sais quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est une vidéo du marathon, c'est pas non plus un sujet de ouf, mais c'est la seule fois où j'ai retiré une vidéo par respect juste pour le petit, pour pas que dans 10 ans on lui ressorte. Armand, vous comprenez cet acharnement sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on s'acharne avec beaucoup de lâcheté et beaucoup d'anonymat, mais c'est tout. Et il faut prendre les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont. Moi, vous savez, je suis peut-être un peu plus âgé et un peu plus sage, qui sait, mais c'est vrai que je prends beaucoup de recul moi, par rapport aux réseaux sociaux. On a souvent des remarques qui sont complètement déplacées, de l'acharnement, effectivement, comme vous le vivez. Après, lorsqu'on s'acharne sur vous, c'est souvent que vous êtes dans le vrai. Ah bah oui, et qu'on Prenez dérange. ça comme un compliment. Mais moi en fait, la chance que j'ai, c'est que parce qu'il y a beaucoup de gens dans mes amis qui disent ah, mais t'as vu ces commentaires et tout, mais moi ça m'atteint pas. Si vous voulez, ça glisse totalement. Ça vous donne encore plus de force ? Ouais, mais en fait c'est même. En fait le problème c'est que vous voyez les commentaires, mais vous voyez les gens, mais c'est des gens venus d'extrême gauche, c'est des antifas, c'est des gens qui ont des cheveux bleus, c'est des gens qui sont un peu... Non, mais si vous voulez, moi j'ai presque un peu de peine pour eux parce qu'ils sont un peu dérangés, voilà, ils ont des problèmes d'identité de genre, enfin vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est un vrai sujet, Et en fait c'est des gens qui s'inventent des problèmes là où il n'y en a pas, et effectivement ils existent, ils essaient d'exister comme ça parce qu'ils essayent aussi de faire des likes. Hein. Moi quand les gens reprennent mes reels pour les critiquer, c'est parce qu'ils veulent faire des vues et des likes, hein. C'est le seul intérêt pour eux, hein. C'est pas de réagir par plaisir. Hein. Vous parliez justement de Street Press qui vous accuse de donner une tribune à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ouais, ils ont titré porte-parole porte-micro des fachos, un truc comme ça. Ils ont titré ça. Sauf que Street Press, ils sont extrêmement malhonnêtes parce que on parlait de Grégory Moreau là qui va venir tout à l'heure. Il est du parti animaliste, donc le parti animaliste c'est plutôt la gauche. Ils l'ont pas cité, que j'ai reçu Prisca Thévenot, j'ai reçu plein de gens qui sont de tous bords, et puis eux ils ont noté que les partis ou du RN ou des Républicains, mais je veux dire j'ai fait Michel Barnier, je pense pas que ce soit un mec d'extrême droite, j'ai fait Xavier Iacovelli là plus récemment, mais si vous voulez voilà, mais non, Street Press en fait ils adorent mettre des étiquettes dans le dos des gens, mais le problème en fait des articles comme ça c'est que quand vous posez la question à ChatGPT par exemple qui est Tony Pitaro, ChatGPT il s'inspire aussi de Street Press, donc ça devient c'est un influenceur d'extrême droite selon Street Press, et les gens et les gens qui savent pas que Street Press c'est de la merde, et ben effectivement non mais c'est vrai parce que c'est de la merde, on va pas se mentir, mais regardez, ouvrez Street Press, mais c'est pas des journalistes, c'est des gens qui passent leur temps à mettre des cibles dans le dos des gens qui sont financés par Soros ou je ne sais qui, et c'est des gens qui font n'importe quoi, qui sont pas journalistes, et non mais vraiment. Et justement vous êtes vraiment journaliste. Ah bah bien sûr, vous avez une carte de presse, c'est bien de moi faire aussi. J'ai bossé dans des grandes rédactions avant de me lancer en solo, mais j'ai bossé dans les 2 plus grosses chaînes info qu'on a actuellement en France, évidemment. Elliot, vous vouliez réagir ? Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces, mais très très dures ? J'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé... Alors là, j'avais traité l'Aïd, vous savez, avec les moutons et tout. Et j'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé une photo de lui avec la tête d'un mouton égorgé, non flouté, photo comme ça, on dit, voilà, j'ai reçu une photo comme ça en message privé. Et donc ça c'est choquant parce que vous n'avez pas envie de recevoir un mouton égorgé, on n'a pas tous le même rapport aux animaux, voilà ça. Non, sinon oui, ça m'est déjà arrivé de me faire insulter de facho dans la rue, mais c'était des jeunes de 20 ans qui sortent de Sciences Po, qui savent pas ce qu'ils racontent. C'était pas... tous les gens qui m'insultent sont blancs, hein. Il y a pas de... C'est un truc de dingue, hein. C'est que des antifas, c'est que des gosses de riches, voilà, mais non, mais encore une fois, c'est des abrutis. C'est des gens qui sont bêtes, profondément bêtes. Ils sont pas intelligents, vous voyez, vous pouvez pas discuter avec... On peut ne pas être d'accord. Moi, la dernière fois, j'ai reçu Xavier Iacovelli. Il m'a dit Tony, je suis pas d'accord avec tous vos propos. Mais il m'a pas insulté. On a parlé en bonne intelligence, vous voyez ce que je veux dire ? Donc non, c'est des gens qui insultent parce que c'est
plus facile d'insulter que de réfléchir. Est-ce qu'il y a un invité qui vous a marqué plus que les autres? Un invité qui m'a marqué, ça tombe bien parce qu'on le reçoit, Grégory Moreau, parce qu'est-ce qu'on s'est amusé. On allait filmer les ragondins en bois de Boulogne, et il y a un ragondin qui a failli nous attaquer. On a filmé, non mais les animaux, on a fait un truc avec un rat, on est allé voir des poissons dans un aquarium. Alors ça c'était un peu plus triste, mais bref, à Lille ça a cartonné et tout. Non, les sujets avec les animaux ça m'amuse parce qu'en fait c'est imprévisible. Les sujets avec les hommes politiques, bon, ils sont toujours un peu dans le contrôle, donc effectivement voilà. Et non, sinon le sujet là qui m'a marqué récemment, on va en parler, c'est le Trocadéro parce que ça a été un raz-de-marée niveau vue. Absolument. Alex, vous aviez une question à poser à Tony? Moi j'ai une petite question parce que voilà, je vois que vous êtes très jeune, on doit être plus ou moins de la même génération, et avec toutes vos vidéos sur les réseaux sociaux, vous êtes un petit peu considéré comme un lanceur d'alerte en plus d'être un journaliste. Est-ce que ça vous intéresse maintenant ou dans un futur plus ou moins proche de vous engager en politique? Non. Pourquoi? Parce que je suis pas politique, parce que la politique ça m'intéresse pas, parce que j'aime pas les hommes politiques. Des fois, je suis en train de faire une interview, je me dis mais quel métier de merde. Non mais vraiment, moi et en plus j'ai pas vraiment de parti. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui me catégorisent à l'extrême droite, mais moi je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo, j'ai voté Pierre-Yves Bournazel moi à Paris la dernière fois. Aux dernières élections en 2017, j'ai voté Emmanuel Macron. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a tout un paradoxe. Donc non, moi la politique ça m'intéresse. Je prends un peu ce qu'il y a à droite à gauche, mais je suis pas du tout dans la politique. Vous avez été l'un des premiers à nous offrir des vidéos de terrain du lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain. Et vous allez rester avec nous, on va en parler tout de suite. Alex, je sais que vous êtes sur un petit nuage en ce moment parce que la semaine dernière, le PSG a remporté la Ligue des Champions. Mais malheureusement, comme on l'avait prédit, la victoire a été suivie par une vague de débordements qui sont venus gâcher la fête. Alors oui, samedi dernier, le Paris Saint-Germain a remporté sa deuxième Ligue des Champions et qui plus est pour la deuxième année consécutive. C'est un exploit qui a été réalisé par seulement 9 clubs dans toute l'histoire de cette compétition et seulement une seule fois depuis le nouveau format mis en place en 1992. Le PSG est vraiment rentré dans la légende après une campagne incroyable et malgré ça, visiblement plusieurs milliers de supporters étaient malheureux au point de casser tout ce qui leur passait sous la main. Pourtant, je ne comprends pas, Emmanuel Macron avait promis qu'il serait intraitable avec ses comportements. Écoutez son discours en 2025 alors qu'il recevait les joueurs du PSG à l'Elysée après leur première victoire. Ces incidents sont très graves. Ils sont inacceptables et ils ont privé beaucoup trop de nos compatriotes de ce qui aurait dû être un moment de bonheur et d'insouciance. Et donc je vous le dis, la réponse de l'État sera à la hauteur. Nous poursuivrons, nous punirons, on sera implacable. Le football, ça n'est pas cela. Bon alors, ça n'a pas marché, hein, on l'a bien vu, et le pire c'est que le PSG a une équipe tellement incroyable depuis 2 ans qu'elle pourrait très bien la gagner encore l'année prochaine. Alors Emmanuel Macron ne sera probablement plus président, mais pas de panique pour son successeur. Cette fois le président n'aura pas la main qui tremble. Écoutez son discours cette année, encore une fois à l'Elysée. Je veux remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants qui ont été touchés, les victimes, les gens qui ont été blessés. C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers et à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Alors, je vous promets, on ne s'est pas trompé de sonore. Emmanuel Macron a bien répété quasiment mot pour mot le même discours. Mais c'est le macronisme, alors cette fois, promis, ça va le faire. Au moins, Alex, vous savez trouver les mots pour nous rassurer. Et du coup, le bilan de cette soirée de débordement, ça donne quoi? Alors, le ministère de l'Intérieur a communiqué les chiffres. Près de 900 interpellations dans la nuit qui a suivi le sacre du PSG. Il faut noter quand même que c'est un chiffre qui est en hausse de 45% par rapport à la victoire de l'année dernière. On compte 491 interpellations à Paris seulement. Et enfin, j'ajoute qu'il y a 178 policiers et gendarmes qui ont été blessés pendant les échauffourées. Et vous avez une explication sur la raison qui pousse ces jeunes à commettre ces actes en période de festivité? Alors moi non, j'ai beau chercher, réfléchir à la question, la tourner dans tous les sens, je ne comprends pas, mais rassurez-vous, sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un micro-trottoir très intéressant. Un jeune homme a accepté très gentiment de nous expliquer la raison de ces débordements. Je revendique l'attaque de Paris. Pourquoi? Parce que franchement, l'État, on va pas se mentir, on sait comment il est l'État. Faut bien évacuer d'une manière ou d'une autre. Dire, le taper des gens, c'est mieux de casser des vitrines. Une rage en moi que je n'arrive pas à exprimer. De beaucoup de choses. C'est très long à expliquer. Mais principalement à cause de la police. Alors j'ai bu, vous inquiétez pas parce qu'il y a un autre jeune homme qui nous donne d'autres raisons. Et surtout écoutez bien à la fin parce qu'il nous explique même ce qu'il faudrait faire pour éviter les débordements la prochaine fois. L'habitude on est tranquille. C'est juste sur le coup de l'énervement, la fête, c'est la joie, l'excitance. C'est comme ça vite fait. L'excitance. Ouais, les policiers aussi ils aiment bien nous titiller. Il y a des policiers en ville-ci, des fois ils aiment bien nous dire venez on fait la fête. Et après ça nous incite à faire des trucs. Et après ils nous pètent direct. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'il y ait les mêmes scènes la prochaine fois? Moins de policiers. C'est les policiers qui cherchent un peu le conflit, qui nous obligent à casser, à faire la fête. Alors vous l'avez entendu, la police les incite à faire la fête.
La police les incite à casser. Et la solution pour qu'il n'y ait plus de débordement, c'est très simple, moins de policiers. Alors pour Emmanuel Macron et ses successeurs, voilà, écoutez et prenez-en de la graine. Moi, j'observe que chaque événement, c'est un prétexte pour des jeunes issus de certaines communautés de venir à Paris pour casser et affronter les forces de l'ordre. Moi, je suis pas sûr qu'en 76, le foot provoquait de tels émois. Hein. Mais alors, il n'y a pas besoin de remonter en 76, en 98, victoire de la France en Coupe du Monde. Je suis pas d'accord avec vous. C'était déjà beaucoup moins que ce qu'on voit. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Armand, vous vouliez réagir? Non, c'est absolument faux. En 98, c'est vrai qu'on s'est créé tout un imaginaire en pensant qu'en 98, la victoire de la Coupe du Monde s'était très bien passée. Mais si on regarde les statistiques et les chiffres qu'il y a eu en termes de blessés, en termes de débordements, c'était exactement la même chose. Sauf qu'en 98, effectivement, Twitter n'existait pas, Snapchat n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc on les filmait moins, on les voyait moins, ils étaient beaucoup plus discrets. Mais il y a toujours eu des débordements au niveau du football. La vraie problématique, pour moi, selon moi, c'est depuis un certain temps, et la police a beaucoup de mal, je pense, à identifier les groupuscules. Et vous l'avez dit, Baya, il y a aujourd'hui une généralité de groupuscules qui montent effectivement sur Paris, parce que ce ne sont pas des Parisiens, ce sont des gens souvent issus de banlieues ou de quartiers populaires qui font des razzias sur Paris lors de ce genre d'événements et qui provoquent effectivement de la casse, qui pillent des magasins, parce que c'est aussi très organisé, mine de rien. C'est désorganisé, en même temps c'est organisé, c'est-à-dire qu'ils viennent pour piller, ils viennent pour foutre le bazar, tout simplement. Vous appelez ça des groupuscules, mais pour moi ça n'en est pas. Vous interprétez ça comme des groupes qui seraient organisés? C'était le cas il y a fort longtemps, effectivement, il y avait des mouvements qui étaient organisés, qui étaient d'ailleurs sous surveillance de la police. C'est bien ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une généralisation. C'est des jeunes qui viennent de banlieues, de toutes les banlieues, qui se montent la tête sur les réseaux sociaux. C'est à celui qui fera la plus grosse connerie pour que ça soit filmé. Il y a une violence inouïe qui sert à piller, qui sert à montrer une certaine haine. Et pour moi, c'est une haine qui vient des banlieues. Il y a beaucoup de politiques aujourd'hui qui souhaitent le cacher. On l'a vu sur différents plateaux politiques. On dit que c'est juste des jeunes excités. On dit que c'est des troubles faits. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et Tony, vous vouliez réagir. Je vous vois gigoter sur votre chaise. On a écouté les sonores, mais les discours, c'est les discours de la France insoumise, en fait, ces mecs. Non, mais c'est vrai. Et en fait, ils répètent cette petite musique que veut faire monter la France insoumise. Hein, voilà, les policiers sont violents, la faute vient de la police. Et en fait, il n'y avait pas tous ces discours avant. Et donc, ces mecs, ils répètent ces discours. Et vous disiez aussi qu'il y avait beaucoup de gens issus des banlieues, issus de l'immigration, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont des beaux quartiers et qui se prennent pour des antifas, qui ont papa-maman qui sont millionnaires et qui ont des triplex à Saint-Germain-des-Prés et qui viennent tout casser parce que c'est fun, parce que c'est marrant, parce que c'est génial d'aller voler dans les boutiques. Et de toute façon, papa-maman... Après, excusez-moi Tony, je crois qu'on n'a pas vu les mêmes vidéos. Hein. Ah bah moi, si, il n'y a pas que des gens issus de l'immigration. Attendez, j'ai pas dit immigration, j'ai dit des banlieues. Hein. Oui, mais mais voilà, il y a des gens de Saint-Germain-des-Prés. Il y a des gens de Saint-Germain-des-Prés dans les casseurs, bien sûr. Elliot et ensuite Armand. Alors, je vais faire l'homme en colère comme d'habitude, mais pour moi, il y a deux fautifs. Le premier, oui, c'est ces gens qui vont casser. Et le deuxième, c'est Macron, comme d'habitude, qui a été laxiste sur son tweet après la victoire du PSG. Je l'ai avec moi d'ailleurs, le tweet, qui me fait assez rire. Une nouvelle étoile brille sur Paris. Bravo au PSG qui fait rêver toute l'Europe. La France est fière. Ça brille avec tous les incendies qu'on a pu voir à Paris, tu m'étonnes. Mais la gravité, c'est pas ça. C'est que le PSG trouve le moyen de tweeter quelque chose de plus fort que lui, en appelant à rester calme, alors que lui ne le fait pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Enfin, moi je comprends pas. Et d'ailleurs, dans les deux sonores qu'on écoute de lui, le deuxième il rigole, donc celui de cette année où il rigole. Désolé pour tous les magasins cassés et les commerçants. Enfin, il y a un moment, t'es le président de la France, si t'es pas capable de juste prendre la mesure des choses en sachant que ça s'est passé l'année dernière et de dire cette année ça ne se passera pas comme ça parce qu'on va faire comme pendant les JO, on va faire monter tous les flics de France et on va éviter que 71 communes se fassent piller et dévaster. Moi je suis désolé, je comprends pas. Donc, je suis assez d'accord avec vous et pour moi il faut un maintien de l'ordre affirmé, il faut appliquer des peines planchées et surtout les durcir et faire payer les parents des enfants qui cassent tout et surtout supprimer les allocations familiales, des parents de ces délinquants. Alors, je sais pas s'il faut aller jusque-là, mais par contre, moi, le problème que j'ai pour avoir regardé quelques retours de condamnation, on repart avec 0. Je me rappelle d'un Premier ministre qui avait dit « tu casses, tu répares ». Tu salis, tu nettoies. Enfin,
On va voir s'il fait comme son prédécesseur, parce que j'ai l'impression qu'il s'éloigne pas trop de son mentor. Vous avez vu le lancement de sa campagne, tout est une catastrophe. C'est une déjà, c'est une catastrophe. Faire son lancement le jour d'un match comme ça, c'est vraiment catastrophique. Ce mec, de toute façon, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, il veut faire du Emmanuel Macron, il joue sur les peurs des gens, il fait son meeting en disant il faut continuer l'immigration. Mais même s'il veut continuer l'immigration, comment il pense qu'il va être élu en faisant campagne en disant il faut continuer l'immigration? Même Gérald Darmanin veut la stopper, parce qu'en fait, tu peux pas dire aux gens aujourd'hui, je me présente et je veux continuer l'immigration. Alors à la limite, tu peux la continuer ensuite dès que tu es élu. Mais comment dans sa tête il peut se dire ça? Mais il n'a pas d'équipe de communication, Gabriel Attal. Mais il est Et puis il fait un autre discours en disant, il remet une pièce dans la machine. Il dit, et d'ailleurs Vladimir Poutine va bientôt s'en prendre à la France, donc il faut soutenir l'Ukraine. Mais pourquoi il parle de ça? On va revenir sur le sujet. Tony, vous étiez sur le terrain. Oui. Donc vous avez beaucoup de choses à nous raconter, notamment le lendemain. Des festivités entre guillemets. J'ai mis mon réveil très très tôt et je suis allé au Trocadéro et il y avait déjà les équipes en train de nettoyer, mais j'arrive, mais il y a une voiture qui a brûlé, il y a des mortiers d'artifice, c'est même pas des mortiers d'artifice, c'est des bazookas quoi, il y a des trucs, il y a 12 trous qu'on peut lancer, c'est une catastrophe, il y a du protoxyde d'azote dans tous les sens, des Vélib qui étaient complètement brûlés. Il y avait cette voiture qui était décapitée aussi. Ça a fait 10 millions de vues. Tout le toit. Ouais, ils ont enlevé tout le toit, les touristes qui passent qui sont sous le choc, les flics, j'ai croisé des flics qui restaient des pavés par terre, mais le Trocadéro, en plus, on fait tout pour l'entretenir. Ça coûte, je crois que le maire du 16e a dit que ça va nous coûter encore 125 000 euros pour réparer tout ça. Donc c'est encore nous, les habitants du 16e, qui allons payer. Et c'est tout le temps comme ça. Et les gens n'en peuvent plus. Vous avez eu l'occasion d'avoir des témoignages, notamment des personnes qui ont nettoyé Bah oui, mais les mecs, ils viennent avec le sourire. Ils ont commencé très tôt et ils nettoient. Mais c'est même pas en fait des gens qui nettoient. C'est plus il y avait une sorte de tracteur pour enlever les vélos. Là, c'est à grande échelle. Là, c'est pas 3 papiers par terre comme on nettoie tous les jours quand il y a beaucoup de monde. Ils ont mis les moyens, mais Emmanuel Grégoire, il l'a tweeté d'ailleurs le lendemain, il a dit dès la nuit, les gens sont allés nettoyer. Donc voilà, en fait, on casse tout, on vole dans les magasins, et ensuite, les gens réparent derrière, on refait les vitrines, on fait marcher l'assurance, et tout va bien, et tout le monde est content, et on continue. Alex. Après, c'est vrai que ce sont des jeunes, comme vous l'avez dit, pour la plupart qui viennent peut-être de banlieue parisienne, ce sont des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'activités en dehors de la vie courante, donc de l'école. Ça justifie pas, mais ce sont des jeunes qui s'ennuient, qui ont besoin de trouver des activités à faire, qui montent sur Paris le week-end quand c'est comme ça, et quand ce sont des gros événements de grosse ampleur comme ça, il y a énormément de monde, il y a énormément de foule, et évidemment l'effet de groupe, l'effet amical qui se dit que il va rien nous arriver parce qu'il y aura plein de monde, on pourra pas nous voir, les caméras, ceci, cela. Et moi, c'est des jeunes, un témoignage. Non, mais il y a eu un témoignage. Pas tous en même temps. Attendez, moi j'ai grandi une grande partie de ma vie à la campagne. Je peux vous dire que parfois on se faisait chier parce qu'on était entre des chevaux et des vaches. On n'avait pas envie de brûler des poubelles et de piller des commerces. Malheureusement, Baya, je pense qu'on vient d'une ancienne époque où ce n'est plus admissible pour un jeune de s'ennuyer et de rien faire. Attendez. Moi, c'est pas que c'est pas possible de dire ça. On peut pas dire pas tous les deux en même temps, c'est juste parce qu'on insupportable. s'ennuie, on vient casser. Alors, quand on fait 200 Attendez, bornes, Elliot, et ensuite Alex. Quand on fait 200 bornes pour venir rentrer dans un immeuble ou brûler une voiture ou prendre tout ce qu'on trouve et les envoyer à la gueule des policiers, je suis désolé, il y a peut-être d'autres choses à faire. Le problème, c'est le foot. La Champions League, on a eu le problème avec quand on l'a hosté, enfin quand on l'a reçu. Je ne sais plus quand, mais le Real de Madrid vient avec l'Angleterre qui vient, des supporters Angleterre, ça part en live. On fait ici Paris qui gagne la première Ligue des Champions, c'est encore n'importe quoi. Et la deuxième, c'est encore n'importe quoi. Le problème, c'est peut-être les gouvernants qui ne veulent pas mettre les moyens pour faire en sorte que tout se passe bien. Il se passe pas ça quand c'est au Stade de France et que on reçoit n'importe quelle star américaine ou française. Mais je suis pas en train de justifier ou d'excuser. Je suis en train de vous expliquer leur message. Donc je ne sais pas d'où leur message peut venir, je ne sais pas quelle éducation ils ont reçue pour en arriver à ce raisonnement, et il y a sûrement une grande partie de ce que disait Tony Pitaro, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement pas très intelligents dans ces foules de personnes, mais c'est leur explication. Donc je suis pas en train de vous dire qu'ils ont raison, je suis pas en train de vous dire que c'est justifié de casser parce qu'ils s'ennuient, je suis en train de vous dire que c'est le message qu'ils nous envoient et comment est-ce qu'on peut le recevoir pour le traiter et corriger le problème. Le message est très clair. Le message est très clair et est clairement anti-France. Quand on lève la main devant un policier, qu'on lui jette des pavés, je suis désolé, c'est plutôt très clair. Hein. Non, il faut répondre. Vous leur foutez des coups de LBD et voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais avant même ça. Faut frapper fort, c'est le rapport de force. Absolument. Oui, les policiers, eux ou nous. Regardez, il y a un jeune qui a pris un LBD dans l'œil. Et maintenant, tout le monde est contre la police. Il faut pas inciter à la violence. Et
Bah, il faut insister à la réponse, parce que c'est ou les forces de l'ordre qui se font casser la gueule, ou les racailles. Donc moi, j'ai envie que les racailles se fassent casser la gueule. Mais Alex, vous jouez le jeu des racailles en disant ça. Vous dites, ils cassent, ils sont pas contents. Ah, mais c'est parce qu'ils ont un message, on va les écouter. Mais c'est le jeu de la gauche, ça. Je suis pas en train de vous dire on va payer des psys avec notre argent, on va payer des associations qui vont leur permettre d'avoir des piscines en banlieue. Vous savez qu'en banlieue, ils ont beaucoup plus d'activités que dans les campagnes. Mais j'en viens, donc je ne suis pas en désaccord avec vous. Je vous dis que malgré tout ça, c'est ce qui ressort de la grande majorité des personnes qui s'expriment à ce sujet. Donc je pense que, qu'on le veuille ou non, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire là-dessus, et je pense qu'il y a une perspective de ce sujet qu'on ne veut pas entendre ou comprendre, et qui permettrait peut-être de trouver des éléments de réponse. Et je suis pas en train de dire que ce que vous dites est faux ou que je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a d'autres éléments de réponse à aller chercher. Elliot, et ensuite Armand. Moi je pense que la réponse, ce serait déjà que si tu tapes un flic ou que tu fais quelque chose à la police ou quelqu'un qui est représentant de l'ordre, tu sors pas le lendemain. C'est le principe. C'est une idée. Moi, comme je suis en train de vous dire, toutes les idées sont bonnes à prendre, à écouter et à débattre. En tout cas, je pense que ces jeunes-là, ils ont un message qui peut-être n'est pas légitime, mais qui malgré tout est leur message et qui a peut-être quelque chose à entendre pour pouvoir peut-être agir avec de meilleures conséquences. C'est très simple. Aujourd'hui, il y a des guérillas en France, il y a des gens qui sont pas contents, qui n'aiment pas la France, qui tapent sur les policiers, et il faut faire quelque chose. Oui, envoyer des LBD sur des gamins de 14-15 ans, je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure des solutions. Cependant, je vais rejoindre un peu aussi ce que disait Alex tout à l'heure. Il y a un message, d'accord, il y a un message, pourquoi pas, mais on peut pas aussi juste écouter un message et ne pas réprimander. Peut-être pas envoyer les LBD, mais il faut sévir à un moment donné. Et je suis d'accord avec Baya, pour le coup, il faut taper sur les parents. C'est-à-dire qu'il y a des mineurs aujourd'hui qui sont dans la rue, qui font ce genre de dégradation jusqu'à 4h du matin. Des peines planchées pour les majeurs. Jusqu'à 4-5h du matin. Moi, je me demande ce que fout un gosse mineur à 4-5h du matin en plein Paris en train de brûler une poubelle. Je comprends pas. Où est la famille? Où sont les parents? L'autorité parentale, faut arrêter à chaque fois, comme ça, de faire comme si elle n'existait pas. Il y a un truc qui existe en France, c'est l'autorité parentale. Tant qu'il n'est pas majeur, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de l'enfant, vous assumez ses droits et ses devoirs. Et ses enfants auront des enfants. Exactement. Et ses enfants auront des enfants. Donc on va juste reproduire le même cycle social indéfiniment. Premièrement. Secondement, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à acheter des mortiers de telle catégorie. Et vous l'avez dit, des trucs énormes, c'est des fusées. 194 je sais même pas où ça s'achète. Moi, je ne sais même pas où ça s'achète. Ça s'achète même en épicerie. Sur Internet. Sans même aller sur Internet, ça s'achète même en épicerie. Mais non, en épicerie. Est-ce que j'ai ça en épicerie? Mais quelle épicerie? Peut-être pas ça, mais petit, ça s'achète. Sur Snapchat, tu peux acheter tout ce que tu veux. Dans ce cas-là, on peut acheter même de la drogue. Justement, il suffirait de sanctionner. Il suffirait de sanctionner le port de ce genre de feu d'artifice. Encore une fois, je comprends pas qu'un quelqu'un puisse se balader avec un mortier de cette taille. C'est interdit, le problème c'est la sanction. En France, c'est toujours le même problème. C'est la sanction. Tu as interdit de plein de choses. Déjà, tu as interdiction de taper sur la police, tu as interdiction d'avoir des mortiers d'artifice, tu as interdiction de faire des émeutes, mais par contre, tu ressors blanc-bleu. Voilà. On va faire quelque chose de très simple, vous allez tous donner une solution qui pourrait être vraiment utilisable, parce qu'on entend souvent des journalistes parler, commenter, etc., mais il n'y a pas de solution. Donc on va arrêter de jouer le jeu des politiques et on va donner une solution. On va commencer par Armand. Je viens de le dire, pénaliser tout d'abord tous ceux qui ont des mortiers et autres lors de ce genre d'événements et qui ne sont pas professionnels. Je pense qu'il faudrait avoir une carte professionnelle pour gérer ce genre d'artifice, parce que c'est quand même une catégorie assez importante. Et j'ai le droit à une deuxième proposition qui va avec. Très bien, moi je reste sur celle-là. Non, c'est très très simple. Par exemple, on parlait du Trocadéro, vous mettez quand il y a un événement une zone et comme les gens arrivent et on fouille les sacs et on laisse pas rentrer si on a un mortier d'artifice. Elliot? On fait payer les gens déjà premièrement, et deuxièmement on fait des peines planchées pour toute personne qui attaque ou s'en prend à une personne représentant de l'ordre pour qu'elle ne puisse pas le refaire, que ça lui apprenne les choses. On n'a pas de place de prison. Tant pis, on trouve d'autres choses. Alex, écoutez le message des jeunes et laissez brûler Paris. Vous êtes taquine aujourd'hui, je le savais depuis ce matin de toute façon. Mais j'ai droit qu'à une seule mesure. Pas là. J'ai droit qu'à une seule mesure, pas deux mesures. Une mesure. Juste pour respecter Armand. Alors, quelque chose, moi, auquel je serais favorable et qui a jamais trop été abordé, moi, j'aimerais bien qu'on trouve un système comme un principe de prison d'été pour mineurs, où, en gros, on prive les mineurs de leurs vacances d'été, donc les vacances de juillet à fin août, et on les prend en charge et on les fait faire des travaux d'intérêt généraux, où ils ne rentrent pas chez eux pendant les 2 mois, ils font des travaux d'intérêt généraux qui sont utiles à l'État, et moi, je pense que, priver ces jeunes de leurs vacances et les mettre, entre guillemets, dans un système, entre guillemets, de prison, je pense que ça peut être quelque chose à explorer.
Et Tony, vous aviez une information à nous donner par rapport à une discussion que vous avez eue avec Darmanin. J'ai envoyé au ministre de la Justice mon reportage. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre de la Justice, il est temps d'agir, ça peut plus continuer, etc. Et il m'a dit qu'il était d'accord avec moi, monsieur le ministre. Donc là, je lui ai demandé, je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse une vidéo ensemble. J'ai envie de vous emmener sur le terrain, j'ai envie de vous montrer, même s'il doit être au courant, mais j'ai envie de lui montrer ce qui s'est passé, etc. J'aurais adoré tourner avec lui quand je suis allé au Trocadéro et de lui faire constater les dégâts. Et la prochaine fois qu'il se passe un truc comme ça, je peux vous dire que je vais l'appeler toute la nuit pour qu'il soit disponible le lendemain matin. Peut-être pas toute la nuit, il y aura d'autres choses à gérer, mais au moins au petit matin pour constater les dégâts. Elliot. Moi, j'ai pas évoqué quelque chose, mais que je voudrais quand même évoquer. Oui, je suis d'accord avec le ministre de l'Intérieur. Il me semble qu'il a tweeté cette semaine qu'il n'avait pas laissé les choses faire. Mais quand je vois que l'année dernière, on avait la eu justice, zéro... Laurent Nunez ou Non, le monsieur Darmanin. Darmanin de la justice. Il a dit il y avait zéro dépôt de mandat l'année dernière. Enfin, je comprends pas. Et cette année, j'ai l'impression qu'on repart sur la même chose. Donc, je suis un peu déçu de voir que même lui qui est passé à l'intérieur et qui passe à la justice n'est pas capable de faire quelque chose de fort pour qu'on arrête d'avoir des choses comme ça en France. Ils auraient dû marquer le coup. Oui. Un événement pareil. Surtout que Laurent Nunez était préfet de police, donc il a vécu au plus près. Ouais, mais Laurent Nunez, le problème, c'est qu'il n'est pas assez ferme. Laurent Nunez, on a vu comment il a géré Paris. On voit maintenant comment il gère. Laurent Nunez, je pense qu'il devrait un peu serrer la vis. Mais effectivement, il veut essayer de garantir aussi une paix sociale, Laurent Nunez. Parce que ça peut être aussi vite des révoltes, on ne se rend pas compte. Mais surtout là, qu'il n'était pas censé être là, il n'est pas là pour longtemps. Non, mais là, tout ne tient qu'à un fil. Admettons que Laurent Nunez dise dans un discours, il y en a ras-le-bol, et effectivement, il y a un lien entre insécurité et immigration. S'il te sort ça, Laurent Nunez, mais ça va être encore pire dans les rues. Donc en fait, je pense qu'ils sont en train de jouer un peu et d'essayer de maintenir une paix sociale parce que tout peut exploser à la moindre minute. Là, ça devient, le vase est bientôt plein. Merci Tony d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoutez, on va continuer, on va voir ce qui se passe. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres émeutes, mais sinon il faudra les couvrir, il faudra aller voir les dégâts et il faudra révéler ce qui se passe vraiment. Merci. Chers amis de Radio Courtoisie, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes désormais disponibles gratuitement en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Apple Podcast. Politique, société, religion, littérature, histoire et culture. Retrouvez désormais toutes vos émissions préférées directement dans vos téléphones. Chers auditeurs, vous écoutez On ne va pas se mentir. Je suis ravie de vous retrouver ce samedi, comme chaque semaine, de 15h30 à 17h. Et c'est le moment que vous attendez tous, le 7 minutes chrono avec Grégory Moreau. Elliot, c'est à vous. Bonsoir Grégory Moreau. Bonsoir, merci de l'invitation. Avec plaisir. Vous faites partie d'un parti politique peu connu, le Parti Animaliste. Vous êtes, pas très connu comme parti, mais vous êtes connu parce que vous avez fait l'effet sur les réseaux l'année dernière avec un surmulot sur l'épaule. Comment ça se fait ? Eh bien écoutez, je me suis dit que qui est sensible aux petits, naturellement respectera les grands. Voilà, donc si on commence par l'animal le plus mal aimé, ce sera plus facile de respecter les chiens, les chats, etc. Surtout à Paris, il est très mal aimé. Pour de mauvaises raisons, parce qu'en fait, paradoxalement, il rend la ville plus propre, puisqu'il mange nos déchets. Quoi. On ne s'entendra pas sur ça, mais... Juste un chiffre très simple, c'est qu'en fait, un rat adulte, il mange 3 grammes par jour. Il y en a à peu près 3 millions de rats à Paris. Faites un calcul simple. Ça fait 75 tonnes de déchets par jour qui sont ingurgités par ces petits rongeurs. Quoi. Et on n'a pas les capacités. Moi, j'étais adjoint au maire avec une délégation conditions propreté. Oui. Et je sais qu'on n'a pas les moyens de gérer 75 tonnes de déchets par jour à Paris en plus. Quoi. Vous avez cité le nombre de rats à Paris, mais vous avez oublié de compter ceux autour du plateau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est impossible de les compter, disent les scientifiques du muséum, parce qu'en fait, ils se nichent partout et en fait, on ne peut pas avoir de chiffres exacts. Bon, parlons un peu du parti animaliste. Pour vous, c'est quoi le rôle du parti animaliste en France ? Je dirais un peu comme quand les écologistes sont arrivés sur la scène politique, c'est-à-dire on est là pour apporter des nouvelles valeurs. Et en fait, on se rend compte en se penchant un peu sur ce sujet que les animaux sont omniprésents. Certains en portent sur eux, certains en mangent. Donc en fait, ils sont partout en fait. Et donc c'est un vrai sujet politique. Et il y a le parti animaliste en fait, il est né d'abord aux Pays-Bas.
Il y a aussi un parti animaliste au Portugal où il y a un député, André Silva. Donc ça devient un sujet politique et le parti animaliste en France est là pour porter ce sujet. Mais du coup, c'est quel bord politique, le parti animaliste ? Ouais, c'est une bonne question. C'est souvent la question qu'on me pose. En fait, c'est vraiment un parti monothématique sur la question animale. Et en ce sens, il ne s'interdit pas d'alliance avec des partis de gauche ou de droite dans plusieurs élections, par exemple municipales. Donc on peut vous voir avec la droite bientôt, si ils rentrent dans vos quotas de animalistes. Avec la droite, c'est possible. Alors, il y a quand même des limites. Pas le RN, c'est ça ? Qui sont pas mes limites à moi, qui sont les limites qui ont été votées au sein du parti animaliste, qui sont de ne pas s'allier avec les partis extrêmes. Et effectivement, LFI et RN sont jugés par le parti animaliste. Donc c'est ça qui vous différencie des écologistes ? Vous vous allierez jamais avec la LFI ou le RN ? En tout cas, c'est le cas actuellement. Okay. Et c'est quoi la différence avec les écologistes sur le fond ? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a en ce moment même des débats au sein du parti pour savoir si on élargit le programme thématique à des sujets environnementaux, voire sociaux. Mais pour l'instant, c'est essentiellement un programme sur les animaux. Nos terres vont mal, nos terres d'agriculteurs vont mal. Comment on fait pour aider nos agriculteurs qui ont perdu pas mal de bêtes avec la maladie qui est survenue pendant l'hiver dernier ? Comment on fait comment vous avez fait pour les aider ? Qu'est-ce que vous leur avez amené comme solution ? Oui, on pointe souvent du doigt comme responsables les végétariens. En fait, il faut savoir que les végétariens en France, ils sont quelques pourcents, contre 10% en Angleterre, par exemple. D'ailleurs, vous êtes végétarien ? Moi, je suis presque vegan. Voilà. J'aimerais être vegan, mais c'est difficile. Donc vous pouvez, juste pour nos auditeurs, expliquer la différence entre vegan et végétarien ? Alors, végétarien, c'est pas de viande, pas de poisson. Végétalien, c'est rien d'origine animale, donc ni lait, ni produits laitiers. Et en fait, vegan, on incorpore le mode de vie, c'est-à-dire les vêtements, etc. D'accord. Et on n'utilise pas le miel et tout ce qui provient des animaux, c'est ça aussi. Ça, c'est et des insectes. Tout à fait. Ouais. Mais donc, je pense que pour répondre sur les agriculteurs, je pense que le responsable de leurs problèmes aujourd'hui ne sont pas les quelques végétariens qui sont en France, mais plutôt des raisons politiques, notamment les traités de libre-échange et ce genre de choses. Vous avez vécu comment le Mercosur quand vous avez vu arriver des animaux comme du poulet qui n'avaient pas les mêmes normes que nous en France, et comment vous vivez ça ? Oui, c'est évidemment ce qu'on a vu d'un point de vue animaliste, mais je pense que c'est un problème plus profond. Je pense que tous les traités de libre-échange et tous les marchés communs sont à l'origine de beaucoup de chômage, avant tout, que ce soit dans l'agricole ou dans d'autres secteurs, parce que essentiellement, en ouvrant la porte à des importations, on va tout bêtement ralentir l'économie locale, voire tuer l'économie locale. Et ça, c'est un problème qui est bien au-delà, je pense, de la question agricole. J'avais une question sur l'abattage rituel qui fait un peu débat depuis pas mal d'années. Vous êtes pour ou contre chez les animalistes l'abattage rituel ? Alors, dans le programme, il y a une mesure qui interdit en fait l'abattage sans étourdissement. Oui. Donc ça, c'est très clair. Mais il faut quand même rappeler que l'abattage avec étourdissement est déjà très cruel en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant d'abattre un animal, dans la norme française et européenne, on doit l'étourdir il y a 3 manières au choix. Soit on porte un pistolet sur la tempe à tige perforante, soit on le gaze, soit on l'électrocute. Donc ce qu'on appelle étourdissement est en fait déjà très violent. Et sans étourdissement, en fait, c'est pire, puisqu'en fait l'animal est égorgé, donc son sang coule et il se voit mourir. Ça peut durer 1-2 minutes. Donc en fait, l'abattage, malheureusement, est toujours violent. Juste, excusez-moi, Elliot, je vous coupe. J'ai vu passer une de vos vidéos avec Tony Pitaro sur un site qui commerce des vidéos d'abattage de moutons. Alors, j'allais poser cette question justement. Excusez-moi. C'est le 1, 2, 3 AID, si je ne me trompe pas, qui envoyait à des familles des agneaux, si je ne me trompe pas, ou des moutons déjà décapités. C'est ça, pour un peu de 300 €. Vous recevez une vidéo dans laquelle on abat un mouton, et puis il y a votre nom dans la vidéo pour prouver qu'on l'a abattu pour vous. À cette association, ils ont saturé leur commande. Il y a à peu près 1000 moutons qui ont été commandés en France. Alors c'est rien par rapport aux 100 000 ovins qui sont abattus pendant l'Aïd, mais c'est vrai que ça devient surréaliste, quoi, ces tracts. C'est aussi, je pense, un peu pour élargir le débat, un peu l'effet d'une société un peu capitaliste où tout est marchandisé, même la vie, quoi. Donc on arrive comme ça à des espèces de pratiques surréalistes. Oui. Ma dernière question pour vous, c'est qu'on mange du halal sans le savoir. Comment ça se fait ? Pour des raisons économiques, puisqu'en fait la chaîne d'abattage sans étourdissement, évidemment, elle est moins chère. Beaucoup d'industriels profitent de cette dérogation. Mais du coup, on les retrouve dans les cantines ?
En fait, le chiffre qui donne le vertige, et ça vient d'une enquête de 60 millions de consommateurs en 2018, la moitié des bovins et des ovins qui sont abattus en France, ils le sont sans étourdissement. La moitié. Donc, on a tous mangé, enfin, moi je mange pas de viande, mais ceux qui ont mangé, ont tous un jour mangé la viande qui vient d'un animal qui a été égorgé à vif, quoi. Vous conseillez d'être flexitarien ? Vegan. Merci. Armand, je vous vois trépigner d'impatience pour poser une question. Non, moi, je suis très heureux de vous avoir parce que justement, c'est vrai que c'est des débats parfois qui peuvent paraître caricaturaux. Je pense à Solveig, vous savez, cette végane qui criait, qui faisait beaucoup d'hystérie, etc. Et c'est vrai qu'on a parfois une très mauvaise image des véganes. Ça, vous en convenez quand même. Et je suis très heureux de vous avoir parce que c'est vrai que vous êtes quelqu'un avec qui on peut avoir un dialogue. Et depuis peu, je suis devenu l'ami des bêtes. Baya peut en témoigner. Je suis devenu l'ami de son chat. C'est un bon début. Ça commence. Bah, c'est vrai que quand on a une relation, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'animaux de compagnie, et c'est vrai que quand on vit avec un animal, si on est vraiment attentionné, on se rend compte que c'est limite comme des êtres humains en fait. Enfin, c'est des êtres vivants qui ont des émotions, même si ces animaux ne parlent pas. En fait, moi, j'ai déjà été triste, voilà, dans mon lit. Et en fait, mon chat comprend. Et il faut être un peu attentionné, voir comment l'animal réagit. Et on voit qu'en fait, on peut avoir des relations incroyables avec des animaux. Vu qu'on parle de ça, la semaine dernière, on avait un débat. Dougie, mon chien. Dédicace à Dougie. Exactement. On parlait de ces gens peu recommandables qui laissaient leurs animaux sous 35 degrés dans leur voiture pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Est-ce que vous trouvez que la législation permet vraiment de faire quelque chose contre ces gens-là ? Non, c'est clair que non, mais moi ce qui me choque davantage, c'est qu'on va s'émouvoir devant effectivement un chien qui va souffrir dans une voiture au chaud pendant 2 heures, et par contre il y a des camions entiers de cochons transportés pendant des heures, et ça on n'en parle pas, quoi. Donc c'est toute l'absurdité. On parle souvent de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on traite notre animal de compagnie très différemment d'un animal d'élevage, quoi. Mais comment vous expliquez justement, parce que quand on est jeune, par exemple en maternelle, on apprend qu'est-ce qu'un cochon, on a même des petits livrets, voilà, avec souvent, on a des le mouton, voilà, on a des déplacements. À quel moment on arrive à être détaché de ce qu'on consomme en fait ? Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne question. C'est que naturellement, les enfants, si on leur donne le choix, on leur dit, voilà, ça vient d'un lapin qu'on a vu, etc. L'enfant ne va pas vouloir, en fait, manger l'animal. Donc, effectivement, c'est la force du conditionnement, quoi. Conditionnement d'éducation ou plus tard de certains médias. Et est-ce qu'on peut être en carence si on devient vegan ? Non. Pour bien connaître le sujet, en fait, c'est très simple. Par exemple, si on prend le cas des protéines, on retrouve exactement les mêmes protéines qu'il y a dans un bout de steak si on combine 2 familles de végétaux qui sont les céréales et les légumineuses. Il y a les mêmes 9 acides aminés dont le corps a besoin. Armand, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je veux pas rentrer dans ce débat parce que je pense que vous serez bien meilleur que moi. J'aime beaucoup trop la viande et justement c'est là où j'allais en venir. Justement, je suis navré pour vous, mais pas pour moi. pour eux surtout. Et ben justement, j'allais y venir. Qu'est-ce que vous considériez comme consommation qui serait moralement acceptable ? Je pense à des animaux qui sont trop âgés et qui vont de toute façon mourir ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui serait pour vous admissible comme consommation de viande ? Aucune. Okay. En fait, au sens où il n'y a pas de mort douce, ça n'existe pas. Moi, j'avais un chat comme beaucoup de gens. Quand il a fallu donner fin à ses jours, j'ai fait appel à un vétérinaire qui est venu chez moi. Donc, c'était des meilleures conditions. Il était chez lui, etc. Il y a eu l'injection, etc. Malgré ça, il s'est réveillé à la première injection qui endort. Il s'est battu pour la vie. Donc, c'était terrible. Donc, quand il faut abattre 50 ou 30 bovins à la minute, c'est évidemment un carnage. Donc, il n'y a pas de mise à mort qui soit douce. Ça n'existe pas, en fait. Vous avez certainement vu passer la vidéo de ces soi-disant poulets élevés en plein air. Vous avez certainement vu aussi la vidéo, Grégory. Quel est votre avis sur les œufs, par exemple ? Eh ben, sur les œufs, oui, on se dit je mange un œuf, c'est pas si anodin, là je tue personne, etc. Ça rejoint un peu votre question. Mais plus sur les conditions d'élevage. Ouais, bah en fait, le problème avec les œufs, c'est qu'en fait, vous dire les poules pondeuses, vous voulez dire ? Bah, le problème des poules pondeuses, c'est qu'elles elles vivent sur ça. Voilà, c'est une feuille à 4, leur espace de vie. Voilà, c'est ça. Sur certains élevages, il faut préciser, il y en a. Élevage industriel, bien sûr. Voilà. Industriel, bien sûr. Mais donc c'est quand même mensonger quand on va acheter des œufs, on a l'impression d'avoir bonne conscience en achetant des œufs élevés en plein air, mais en fait c'est des conneries, quoi. Oui. Et puis sur les œufs, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des techniques. Je vais me faire des amis moi avec les industriels de Rungis. Sur les œufs, on a des techniques aujourd'hui. On ne pourrait plus mettre votre doudoune. Modernes, ça s'appelle du sexo in ovo. On sait déceler en fait dans l'œuf le sexe de la poule ou du poussin, et donc ça pourrait éviter de broyer les poussins vivants. Mais on le fait pas pour des raisons économiques.
Mais le problème aussi avec les poupons d'œufs, c'est ça, c'est que elles viennent de chaînes d'élevage dans lesquelles on broie les poussins vivants. Donc c'est un cauchemar, quoi. Alex, vous aviez une question, ensuite Elliot et Armand. Alors moi j'ai une question parce que donc vous faites partie d'un parti politique. Le but d'un parti politique c'est évidemment de participer à la vie de la nation mais aussi de diriger les administrés sur le principe. Et pourtant dans les enquêtes d'opinion on sait très bien que les Français vont répondre en premier la sécurité, le pouvoir d'achat, les prix d'énergie, enfin ça va être tout ce genre de sujet. Est-ce qu'il y a vraiment un but électoral quand on est dans un parti animalier et est-ce qu'on y croit vraiment quand on voit les scores que font ce genre de partis dans les élections ? Aujourd'hui, suite aux municipales qui viennent d'avoir lieu, on a un peu moins d'une trentaine d'élus sur tout le territoire, élus locaux. Donc là, il y a une vraie dimension politique. Et après, à des échelles plus grandes, moi j'ai été candidat au sénatorial, aux européennes par exemple. L'intérêt est de peser dans l'électorat, de montrer que pour les Français, c'est aussi un sujet qui compte. Beaucoup de sondages montrent que pour la plupart des Français, en fait, leur vote est influencé par la question animale. Donc il faut, par notre présence... Le problème, en fait, c'est que si les partis mainstream faisaient avancer la cause, on ne serait pas là, il n'y aurait pas besoin de nous. Mais en fait, on est là pour exercer une pression sur les autres partis. Attendez, aussi. Je veux juste dire à Alex, c'est pas un parti animalier, hein, c'est un parti animaliste. Animaliste, pardon. Un parti animalier. Merci de m'avoir corrigé. Il n'organise pas des sorties aux zoos. Du coup, je voulais rebondir, parce que j'avais une autre question, mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Étant donné que vous avez, comme dit Alex, vous avez pas forcément une vocation à gérer une grande foule, vous n'êtes pas des élus justement locaux, vous êtes plus percutants en élus locaux qui peuvent bouger comme vous avez fait avec les cantines dans le 11e. Vous avez amené ces plats végétariens qu'on peut en alternative avoir. Est-ce que c'est pas votre vocation plutôt d'être des élus de terrain ou des élus adjoints qui permettrait en fait d'avoir cette petite voix qui ferait bouger les choses et amènerait une nouvelle conscience ? Notre présence aux élections européennes, aux deux dernières, a été intéressante pour nous parce qu'on a fait un peu plus de 2,5%. Et donc, ça nous a conféré une certaine visibilité. Donc, chaque élection, en fait, a son intérêt. Pour les législatives, ça permet aux partis de vivre puisqu'il y a des subventions publiques, puisqu'on dépasse le quota de 1% de score dans plus de 50 circonscriptions. Et en effet, vous avez raison, c'est vrai que les municipales, c'est là où on a des chances d'avoir des élus par des alliances et on peut faire des choses concrètement. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on a besoin d'être sur tous les fronts. Et du coup, je suis désolé, Armand. Non, j'avais juste une question. Je pense que vous vous en souvenez forcément, vous. En tout cas, vous vous souvenez de cette campagne de pub, je crois que c'était aux États-Unis, qui montrait des animaux de prairie et des animaux de compagnie. Et vous disiez où est-ce que vous mettez le curseur par rapport à la consommation. Et ça me fait aussi penser à Émeric Caronte qui défendait les moustiques. Et j'aimerais vous poser la même question dans ce cas-là, par rapport à tous les animaux et les insectes. Où est-ce que vous placez ce curseur de ce qui est consommable ou non ? Il n'y en a aucun. Moustique, on va un peu rester sur notre faim, non ? Non, mais je veux dire les blattes et autres. Vous voyez, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous peut paraître raisonnable ou on n'est toujours pas sur, on est sur de l'animal et il faut pas y toucher ? Je pense qu'on peut être antispéciste dans le sens où chaque espèce animale ou végétale mérite le respect et qu'on minimise sa souffrance, mais ça n'empêche pas de penser que toutes les espèces ne sont pas égales face à la douleur. Par exemple, vous avez des crabes qu'on a observés qui, après un combat, avaient une pince blessée et ils s'amputent eux-mêmes de cette pince, elle va repousser. Évidemment, un humain ne ferait jamais ça. Donc il y a aussi certains mollusques qui n'ont pas de système nerveux très développé, donc elles ressentent peu la douleur. Donc il n'y a pas d'égalité face à la souffrance. Et ça répond aussi au cri de la carotte qui souffre, qu'on entend tout le temps quand on est végétarien, et alors les végétaux. Je pense que c'est en tout cas mon analyse, on n'est pas tous égaux face à la douleur, quoi. Moi, j'ai une dernière petite question. Du coup, vous venez de nous dire que vous avez pas mal d'élus locaux depuis les dernières élections municipales. Mais du coup, j'ai un petit peu de mal à m'imaginer qu'est-ce que fait un maire, quels sont ses sujets politiques, et comment ses administrés vivent au quotidien, quelles sont les mesures qu'ils peuvent prendre pour faire un petit peu bouger la vie de leurs administrés. En fait, quand on se penche sur la question, il y a en fait beaucoup de sujets. Et d'ailleurs, on peut se réjouir que là, pour les municipales, des partis plus mainstream se sont un peu emparés de cette question, avec la tarte à la crème du sujet qui est le parc canin, quoi. Donc ça, c'est la chose facile à faire. Et donc, tout le monde parlait à gauche, à droite des parcs canins. Et tant mieux. Ça montre voilà, que ces idées diffusent un peu dans les différents partis. Après, les parcs canins, on va pas se mentir, à Paris, c'est pas non plus des choses très réglementées.
on est sur du béton ou alors sur des choses qui sont pas ultra accessibles parce qu'on est obligé de mettre beaucoup de chiens. Moi, je trouve pas ça agréable pour avoir un chien. Je trouve pas ça super agréable quand on est obligé de l'amener avec une centaine de chiens sur du béton. Par exemple, la semaine dernière, il faisait 35 degrés. Je suis désolé, on minimise. Il y a même pas on n'a pas de sol qui se rafraîchit ou des choses comme ça. Donc, en fait, on fait souffrir aussi notre chien ou notre animal de compagnie. Et là, on voit d'ailleurs que c'est un sujet toujours complexe. Le sujet des animaux, c'est toujours complexe. Parce que là, pour vous répondre, en fait, le problème, c'est que si on met des végétaux, ne serait-ce que de la pelouse ou des arbustes, en fait, avec la fréquentation des animaux, ils vont disparaître. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est jamais très accueillant en termes de verdure. Mais pour revenir à votre question, à mon avis, il y a des sujets plus importants au niveau locaux, et notamment l'alimentation. J'étais adjoint au maire dans le 11e arrondissement. La Caisse des écoles, elle produit 8000 repas par jour. Donc là, il y a un impact énorme et un enjeu animaliste énorme. Mais il y a aussi les pigeons, évidemment les surmulots, enfin, il y a beaucoup de sujets. Mais du coup, un élu du parti animaliste ne s'occupe pas vraiment des questions de pouvoir d'achat, de sécurité, c'est pas trop leur sujet. Non, après, vous voyez, là, vous avez parlé de la sécurité, il y a une connexion avec les chiens catégorisés, par exemple. En fait, les animaux sont partout, voilà. Okay. Vous voulez dire quoi par chien catégorisé ? Des chiens qui sont susceptibles d'attaquer. Ah oui. Rottweiler. D'accord. Chien alloué à la sécurité. Mais il y a quand même une dimension économique, parce que vous touchez aussi à l'industrie animale, donc tout ce qui est vente de viande, de poisson aussi, j'imagine. Bien sûr. Peut-être un peu moins, je ne sais pas quel est votre rapport avec ça, mais vous touchez aussi à des grosses entreprises, donc il y a quand même un point de vue pouvoir d'achat et économique. Bien sûr, bah ouais, et malheureusement, on n'a pas un lobby et un réseau aussi puissant que celui de la FNSEA pour défendre l'élevage. Et eux, ils ont fait un vrai travail. Ils ont infiltré vraiment les lieux de pouvoir. Et ils sont, comme les chasseurs, ils sont extrêmement influents, alors que leur nombre est très modeste. Et nous, voilà, on essaye d'arriver, de faire notre trou dans le monde politique pour faire face à eux. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le parti animaliste, c'est un truc de bobo ? Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une proximité entre des valeurs écologistes et des valeurs animalistes, mais il y a une autre frange des animalistes plus à droite, notamment Emmanuel Todd avait montré des corrélations entre les votes souverainistes et les votes animalistes. Donc c'est vraiment une question qui est transverse et transpartisane. On peut penser à Brigitte Bardot aussi. Donc non, il n'y a pas vraiment de connotation gauche ou droite en fait. Et c'est ça qui rend la question d'ailleurs intéressante. Et même ce que j'aime bien dire, c'est même une question qui peut être rassembleuse, notamment sur l'alimentation, puisque que vous preniez un vegan et puis de l'autre côté quelqu'un qui aime beaucoup la viande, en fait les deux vont se rejoindre sur une sortie d'élevage intensif. Parce que même celui qui aime la viande, il veut une viande de qualité, etc. Moi, il se trouve que mon oncle, en fait, c'est Perico Légas, que vous connaissez peut-être, qui défend le terroir, etc. On a des grandes discussions, mais on se rejoint sur le fait qu'avant tout, il faut sortir de l'élevage intensif. Et ça fait unanimité. C'est pour ça que Yannick Jadot l'avait proposé quand il était candidat présidentiel en 2022. Donc là, il faut vraiment arrêter avec ce lobby dément de la viande, quoi. Et le fait d'appeler une entrecôte cadavre de vache, comme le propose Sandrine Rousseau, vous pensez que c'est quelque chose qui fait avancer la cause animale ou pas du tout ? Tout fait avancer. Il faut sensibiliser effectivement la terminologie. C'est pour ça aussi qu'on avait parlé au parti animaliste du surmulot au lieu du rat, qui est un terme scientifique, qui a été introduit par Buffon au XVIIIe siècle. Vous trouvez que le mot rat est péjoratif ? Oui, il renvoie à un imaginaire pas très positif. Donc oui, les appellations sont importantes. Vous avez c'est une très bonne réponse. La réponse que tu voulais, Elliot, et ensuite on va passer à un autre sujet. On parle de surmulot, on n'est pas d'accord pour avoir été restaurateur, on met des grands plans pour éviter que ces rats surmulots, comme vous les appelez, rentrent dans les restaurants, rentrent dans les supermarchés, dans les commerces. Comment on peut vivre à Paris avec ça, même dans toutes les autres communes ? Vous savez mieux que moi, si vous avez été restaurateur, que si vous avez une cuisine propre, parfaitement propre, ce qui est difficile à obtenir, il n'y aura ni souris ni rats. En fait, ils sont là parce qu'il y a des sources d'alimentation. Mais après, c'est difficile, j'en ai conscience, d'arriver à ce stade d'hygiène absolue. Aujourd'hui, il y a quand même certains restaurants qui peuvent mettre tout en place et pourtant arrivent à avoir des rats, des souris, des surmulots. S'ils sont là, c'est qu'il y a une source de nourriture. Sinon, ils ne viennent pas. Ça remonte pas avec la Seine ? Tous les restaurants proches de la Seine, vous êtes sûr ? Ils viennent là où il y a à manger, sinon ils viennent pas. Ah oui, mais du coup, un économa de cuisine qui est forcément avec, même si pour c'est nos auditeurs, scellé, un économa, c'est une sorte de réfrigérateur très grand pour les restaurateurs. Oui, ou une pièce sèche aussi, où on met du sec. Mais comment vous voulez qu'on puisse les protéger
par rapport à tous les plans qui sont mis en place. Comment on peut éviter d'avoir des souris ou des rats? Oui, c'est pas facile, mais effectivement, il faut que ce soit le plus hermétique possible, le plus propre possible tout le temps. Donc je dis pas que c'est simple, mais c'est la seule piste sérieuse, c'est de jouer sur les sources de nourriture, les sources d'eau, les habitats. Et puis aussi en parallèle, il faut sensibiliser, c'est-à-dire dire aux Parisiens qu'il n'y a pas de danger en fait. Avec cet animal, il va jamais vous agresser, sauf si bien sûr il est acculé dans un coin, il va se défendre, mais il va pas vous agresser, il ne véhicule pas de maladie en fait. Il y a des idées reçues là-dessus. Donc il faut déjà rassurer les Parisiens. Leptospirose, j'avais vu ça chez Tony Pitaro, c'est très rare. Aucun cas. Les chiffres, c'est 600 cas par an en France. Voilà, et c'est essentiellement, surtout quand vous allez en vacances faire du kayak et qu'il y a un ragondin à 100 mètres qui a uriné dans l'eau. Et là, il y a une petite chance, en effet. Mais d'ailleurs, on a fait une vidéo avec Tony. Voilà, on s'est mis les pieds dans le lac du Bois de Boulogne près d'un ragondin. Et voilà, on est encore en vie. Hein. Merci, Monsieur Moreau. Vous allez rester avec nous ? Avec plaisir. Jusqu'à la fin de l'émission. Merci, avec plaisir. Merci à vous. Alex, en ce moment, il y a énormément de candidats pour la présidentielle en 2027. Et lors de la dernière émission, on disait à nos auditeurs que chaque semaine, vous allez nous parler d'une nouvelle personnalité politique qui se déclare. Alors, pour le retour de votre série, de qui allez-vous nous parler ? Alors malheureusement Baya, il n'y a pas eu de candidat officiellement déclaré cette semaine, mais j'ai quand même quelques petites choses à vous dire, parce que cette élection 2027, elle n'attire pas que les candidats, mais elle attire aussi tout type d'opportunistes. Il y a une personnalité qui est revenue sur le devant de la scène ces derniers jours, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors pour rappel et pour les plus jeunes de nos auditeurs qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit d'une ancienne ministre des gouvernements Fillon sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et pour 2027, elle a décidé de soutenir le candidat Édouard Philippe. Elle en a expliqué les raisons au micro de France Inter, on l'écoute. Aujourd'hui, on se détend. Je ne suis candidate à rien. Je vais soutenir Édouard Philippe. On a besoin d'un grand rassemblement face à tous ces enjeux dont on parle là. Et je pense qu'il a cette capacité à rassembler dans le calme, à rassembler dans le dialogue. Je crois qu'on a besoin de gens qui ne vont pas de réaction en réaction et qui tiennent leur cap. Et je crois qu'on peut et qu'on doit se rassembler autour de... Alors je vous rassure, elle n'est pas la seule puisque la semaine dernière, l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a été aperçu en première ligne lors du meeting de Gabriel Attal. Alors je le sais, je radote, mais cette année, les opportunistes sont de sortie. Selon vous, quelles sont les prochaines personnalités qu'on va voir revenir, Armand ? Ramayad, souvenez-vous, elle avait fait un retour. Elle avait fait un retour il y a quelques temps. Ramayad, après avoir fait un stage de wokisme aux États-Unis, était revenue. Elle qui était de droite d'antan est revenue complètement extrême gauche et complètement wokisée. Comme de Villepin. Comme de Villepin. Donc je pense que Ramayad va revenir et soutenir potentiellement même Jean-Luc Mélenchon, vous verrez. Elliot ? Pour moi, je pense qu'on va voir revenir. On les voit déjà revenir. Xavier Bertrand revient. On a tous les ministres de Nicolas Sarkozy qui vont revenir. Ils n'ont rien à foutre, donc ils vont venir. Alex ? Franchement, dans les anciennes personnalités politiques, là en fait j'ai l'impression que tous ceux qu'on aurait pu voir revenir sont déjà revenus, mais c'est vrai que je m'attendais pas à Ramayad et elle c'est est revenue, peut-être quelque chose qui... Elle a fait un retour il y a 2 ans, donc je me dis que c'est pas impossible. Mais sinon, franchement, je vois pas du tout qui peut encore sortir du chapeau. Monsieur Moreau ? Pour moi, le problème de fond derrière cet entre-soi politique, c'est, pour l'avoir vu à ma toute petite échelle d'adjoint au maire, c'est qu'en fait, effectivement, dès qu'on commence à avoir un mandat, on commence à en vivre, en fait. Ça devient une source de rémunération. Et donc, à un moment donné, il faut avoir la sagesse de faire passer les valeurs qu'on défend avant son gagne-pain, et ça devient difficile. Pour moi, le problème, c'est pas vraiment les politiques eux-mêmes, c'est le système lui-même, en fait, qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on finit par défendre sa carrière plutôt que ses valeurs. Vous allez plaire à Pascal Praud. Hein. Non, mais et puis, Monsieur Moreau, je pense que vous connaissez ce fameux adage. Quelle est la principale préoccupation d'un élu ? Être réélu. Donc malheureusement, c'est factuellement vrai. Et alors, j'ai réfléchi et je vois bien une personnalité revenir. Vous avez réfléchi, c'est bon, vous êtes réveillé. En fait, il a trouvé une réponse complètement pourrie, il y croyait pas du tout, et il est revenu, il s'est dit peut-être Non, vraiment, c'est quelqu'un dont on n'entend plus parler depuis un petit moment, qui a été très actif pendant la dernière campagne, mais je vois bien Guillaume Pelletier faire un retour. Oula. Je le vois bien revenir. Ah ouais. Benjamin Griveaux va revenir bientôt aussi. Hein. Benjamin Griveaux. Retourner où ? À Paris, peut-être ? Oui, ça c'est possible. Oui, c'est sûr. Mais ouais, Guillaume Pelletier, je le vois bien faire un petit comeback là dans les mois à venir. Et qui aimeriez-vous voir ? Armand ? Nicolas Sarkozy, comme toujours. Le sarkozyste en moi reste. Idem. En vrai, pour moi, personne ne doit revenir. En vrai, il y a un moment, il faut. Il y a un moment, il faut Rentrez arrêter. Chez vous. Non mais c'est l'entre-soi, c'est toujours la même chose. On recherche à être réélu. On voit les sénateurs qui sont de plus en plus vieux. On a eu, alors petite parenthèse, je trouve qu'avec Macron, on a eu la chance d'avoir un petit renouveau. En tant que député, pas en tant que président. C'est-à-dire qu'on a eu des gens un peu plus jeunes, un peu plus dans la vie active, devenir députés, nous proposer d'autres choses. Je dis pas qu'ils sont bien.
je dis pas que c'était bon ce qu'ils ont fait. Ce que je dis, c'est qu'on a vu des nouvelles têtes. Moi, aujourd'hui, quand je regarde les LR, excusez-moi, même Horizon, je vois Laurent Wauquiez qui est là depuis au moins 20 ans. Je vois des gens qui sont là depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ils ne sont pas à jour, ils ne parlent pas à la jeunesse, on ne parle pas à... ne serait-ce ils n'ont jamais travaillé, ils ne savent pas ce que c'est que parler à la classe moyenne, à la classe qui galère, qui n'a pas de quoi finir les fins de mois, et ils ne savent pas ce que c'est, ils l'ont pas fait pendant 20 ans, pourquoi ils vont le faire aujourd'hui ? Bah, présentez-vous, Elliot. Non. C'est Ça fou, sert à rien. Ça parce sert que à rien. La question, c'était quelle personnalité vous aimeriez voir revenir. Il a réussi à trouver le moyen de placer un coup de gueule. C'est vraiment... Je suis en colère. Toutes les opportunités sont bonnes. Armand, vous vouliez réagir aux propos d'Elliot ? Oui, un petit peu. Vous savez, lorsqu'on est bon, on est reconduit. Donc si on l'a depuis si longtemps, c'est que forcément ils sont bons et on est réélu. Je suis pas d'accord. Hein. Macron, il a fait 2 mandats. Si on est bon, on est reconduit. Attendez, si on est bon, on est reconduit. Si on est bon, on est reconduit. Donc Emmanuel Macron a été bon pendant 10 ans. J'ai pas dit ça. Mais on vient de... Non, mais c'est parce qu'on parlait de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez est président de région. Oui, il est reconduit à chaque fois à la région. Il gagne des élections. Je pense qu'il faut arrêter de sous-estimer les électeurs. Les électeurs votent en âme et conscience. Après, il faut assumer ses votes et ça, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Mais s'ils sont reconduits, c'est qu'ils sont là. Et effectivement, vous avez raison sur un autre point. Par contre, Elliot, il y a eu un renouvellement de la classe politique qui est vrai. Est-ce qu'il a été meilleur pour autant, Elliot ? C'est ce que je dis. Ils sont pas forcément très bons, mais au moins on a vu d'autres têtes et ça fait plaisir de voir des gens nouveaux qui ont peut-être travaillé un peu plus que faire c'est des vrai mandats. C'est vrai que moi, quand je vois Gabriel Attal, bon, évidemment, ça me fait doucement rigoler quand il veut s'auto-proclamer comme le renouveau et la rupture avec ce qu'on vient de vivre, alors que c'est clairement le produit de ce qu'on vient de vivre pendant 10 ans. Mais c'est vrai que malgré ça, j'apprécie vraiment voir des jeunes de notre génération arriver à des postes aussi hauts en politique, et ça montre qu'avec du travail, quel que soit l'âge, on peut se hisser à ces hautes places, et j'apprécie de voir ça en tout cas. J'ai entendu le terme entre soi et je suis totalement d'accord, mais en fait c'est un peu les effets de la Ve République. C'est-à-dire que depuis le début de la Ve République, on a les mêmes politiques qui se passent le flambeau, qui s'entraident, et au final il n'y a jamais de renouveau. Il y a l'homme providentiel qu'on attend tant, on n'arrivera jamais. Emmanuel Macron a réussi à gagner puisqu'il a porté un peu de nouveauté, un peu de gauche, un peu de droite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a aucun candidat sur la place publique qui donne vraiment envie. Donc moi je vois, hein, je parle tous les jours aux Français, que ce soit dans des interviews, que ce soit dans ma vie en général, et en fait ils me disent tous, en fait on sait pas pour qui voter, donc on va essayer de se raccrocher à lui ou à lui parce qu'il a ils connaissent même pas le programme, c'est parce qu'en fait il a dit une phrase assez sympathique sur les réseaux ou alors sur CNews ou BFM. Donc moi je suis désolée, moi je trouve que c'est des problèmes aussi qui sont fondamentaux et liés aussi à la Ve République. Armand, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Non, pas forcément. Encore une fois, je pense qu'on sous-estime les électeurs. Aujourd'hui, on a tous les moyens possibles et imaginables de s'informer, d'être candidat. Encore une fois, je le dis, lorsqu'on n'aime pas des personnalités politiques, lorsqu'on est opposé à quelque chose, il faut s'engager. Moi, j'ai un vrai problème, c'est l'engagement. Je trouve qu'il y a de moins en moins d'engagement politique auprès des Français. Je pense que les Français devraient beaucoup plus s'engager en politique, que ce soit dans un parti, que ce soit dans des associations, que ce soit même en termes de conviction dans des associations, comme je le disais, ou en politique. Lancez-vous en politique. Et si vraiment vous ne trouvez pas créez votre offre. Je pense qu'il faut y aller. Il faut arrêter de toujours être... Non, mais justement, pour moi, le problème, c'est la politique. Pour moi, le problème, c'est la politique. Il y a trop de politique. La politique est partout. C'est-à-dire que ça soit est partout. Oui, mais non, en fait, ça ne devrait pas être comme ça. Avant, il n'y avait pas du tout. Maintenant, tous les jeunes, même ceux qui ont moins de 18 ans, s'intéressent à la politique. Maintenant, c'est devenu un étendard. C'est devenu une religion. C'est normal. C'est normal. Vous avez des vous avez des cinéastes, vous avez des acteurs, vous avez des sportifs qui donnent leurs avis. C'est normal que tout le monde prenne à droite, à gauche. Moi, je trouve que c'est un danger parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde et n'importe qui s'intéresse à la politique, donne son avis sur les réseaux sociaux, met en avant des politiques qui sont parfois anti-France. Et pour moi, non, je trouve que la France, c'est trop politisé. C'est pas qu'en France, d'ailleurs, c'est assez international. Aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Alors, Monsieur Moreau, vous vouliez réagir ? Oui, pour aller dans votre sens, moi j'ai envie de poser la question, en tout cas, est-ce qu'on a besoin d'autant d'hommes politiques ? Au fond, aujourd'hui, c'est quoi un homme politique ? C'est avant tout un communicant, quelqu'un qui sait séduire les électeurs, qui sait emporter les foules, et qui est finalement expert de rien, en fait, ni un économiste, ni un historien, etc. Il est entouré d'experts qui vont le conseiller. Donc moi je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller vers un système avec plus de technocrates qui font qu'organiser une vraie démocratie, et à redonner plus de pouvoir au peuple par des référendums techniques et autres. Techniques, c'est-à-dire des gens qui soient là juste pour organiser la démocratie, c'est-à-dire comment faire en sorte que les citoyens peuvent reprendre un peu de pouvoir. Et finalement,
On n'a pas besoin d'autant d'élus. Je pense d'ailleurs ça coûte beaucoup d'argent. Mais le problème avec ce que vous dites, c'est que vous l'avez dit il y a quelques minutes, la politique et être politicien, c'est devenu un emploi maintenant. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des jeunes comme Louis Boyard qui se sont retrouvés chroniqueurs dans des émissions de télévision et qui, au final, s'inscrivent à une élection, la remportent et deviennent personnalités politiques. Donc c'est devenu un métier à part entière. Et quand on voit des jeunes comme ça en faire leur métier, je pense que ça donne envie à d'autres jeunes d'en faire leur métier parce que c'est un petit peu juste parler, avoir des rendez-vous, aller dans des salons, aller dans des foires. Non mais c'est devenu des influenceurs. C'est devenu des influenceurs. Il y a une starification de la politique aujourd'hui. Et les jeunes d'aujourd'hui veulent tous être influenceurs parce qu'ils veulent tous être payés à faire des vidéos sur les plateaux de télé ou sur les réseaux sociaux. Donc je pense que la limite aussi c'est ça, c'est que ça devient un métier qui devient attractif pour les jeunes aussi maintenant. Et je pense que dès que c'est un métier, c'est un problème. Parce que tout de suite, il va y avoir un enjeu personnel. Je veux dire, ça, on le sait depuis Platon et depuis qu'il a écrit La République. Platon pensait qu'il fallait des philosophes rois, c'est-à-dire des gens qui aient la sagesse de ne pas penser à leur intérêt personnel et qui pensent qu'à l'intérêt commun. Voilà. Et donc, quand il n'y a pas de philosophe roi, ça n'existe pas, personne n'a cette sagesse. Je pense qu'un moyen plus pragmatique, c'est de redonner du pouvoir aux citoyens. Elliot. Et du coup, vous ne pensez pas que, en fait, les élus ne bossent pas assez avant? C'est-à-dire qu'on devrait mettre un palier qui permettrait, par exemple, vous êtes professeur de mathématiques, si je ne me trompe pas. Enseignant-chercheur en physique. Exactement. C'est la même chose, attention. Non, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus poussé. Il y a 3 mots que j'ai pas compris dans la phrase. Professeur. Non, mais surtout, il n'y avait rien de bon. Il n'y avait ni prof, il n'y avait ni mathématiques, il n'y avait rien de bon. Non, mais c'est vrai que vous avez un gros parcours, vous avez enseigné, vous avez cherché, vous avez fait des choses. Vous n'arrivez pas comme ça, du jour au lendemain, à 23 ans, à vouloir être en politique. Vous avez vu des choses. Vous avez voulu gagner de l'argent, vous allez gagner votre vie et pouvoir vivre de ce que vous faites. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui manque? Si on regarde du côté de l'Allemagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dirigeants qui sont docteurs, etc., qui ont un niveau un peu plus élevé. Mais une fois encore, je ne pense pas que ce soit le niveau, le problème. C'est plus, on a eu des docteurs qui étaient ministres de la Santé, ils ont fini par être médecins en chirurgie esthétique. Hein. C'est pas non plus une garantie, bien sûr, les diplômes, c'est sûr. Ce n'est pas du tout visé, évidemment. Olivier Véran, c'est pour toi. Armand? Moi, je vais rejoindre finalement ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez dit, oui, c'est dommage qu'autant de jeunes soient politisés, etc. Moi, je pense que deux choses. Je pense qu'il y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique, mais il y a effectivement beaucoup de jeunes qui se politisent. Non, c'est pas exactement ce que... Non, c'est moi qui fais cette distinction. J'ai pas dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressaient à la politique. C'est beaucoup de jeunes qui se disent de gauche ou de droite alors qu'ils ne savent absolument pas ce que ça veut dire. C'est exactement là où j'abonde dans votre sens. Je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui se politisent pour de mauvais critères, mais qui ne s'intéressent pas forcément à la politique. C'est-à-dire qu'ils vont voir effectivement, et je rejoins Elliot ou Axel, l'un des deux qui l'avait dit. Alex, Axel. Il y a une quatrième personne qui vient de rentrer dans le studio. Non, mais sur le fait qu'il y ait des influenceurs effectivement qui influencent l'opinion de certains jeunes et qui se politisent malgré eux sans s'intéresser à la politique. Et j'aurais de ce fait une dernière question pour vous, Monsieur Moreau. C'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous serez dans ce cas-là de fait favorable au RIC? Complètement, à 100%, bien sûr. Au RIC, au RIC législatif, au RIC exécutif, au RIC budgétaire, bien sûr, au mandat révocable, etc. Le problème de la démocratie représentative, c'est qu'en fait, les élus ne représentent pas s'il n'y a pas de garde-fou, s'ils font ce qu'ils veulent. À un moment donné, il faudrait la démocratie représentative, elle marcherait si on avait des points d'étape, des bilans d'étape auxquels les élus pourraient être dégagés, quoi. Mais là, en fait, quand on est élu, moi, je l'ai vu encore une fois à mon petit niveau. J'ai fait ce que j'ai voulu pendant toute ma mandature, sans aucune pression. C'est pas normal, j'aurais dû rendre des comptes à mes électeurs. Pour terminer, on va parler d'un sujet de fond. Très intéressant. Il y a certainement des chercheurs d'ailleurs sur ce sujet. Alex, vous vouliez parler d'une vidéo que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Alors oui, d'ailleurs c'est un type de vidéo qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux, au point que c'est carrément en train de devenir une tendance. C'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de vidéo, mais je suis tombé sur une vidéo de ce type cette semaine. C'était la vidéo d'une jeune fille qui faisait ce dont je vais vous parler, donc je voulais avoir votre avis sur le sujet. En fait, ce sont des personnes qui se mettent en scène en plein premier date avec une personne, donc date rendez-vous galant. Et pendant le date, la question fatidique arrive si les deux personnes s'entendent bien, pour qui tu votes aux élections? Et là, si jamais la personne d'en face a le malheur de répondre à un candidat de droite, alors le date se termine net et la personne poste ensuite fièrement sur les réseaux cette mise en scène où elle laisse en plan son interlocuteur sans qu'il ait le temps de réagir. Du coup, je voulais avoir votre avis autour du plateau. Est-ce que vous pourriez être en couple avec quelqu'un qui vous est opposé politiquement? Alors moi, pour pas être influencé, j'aimerais bien avoir l'avis en premier de Monsieur Moreau. C'est une question
Est-ce que vous concrète pourriez pour moi, aller parce que- avec une femme Vraiment, qui vend de la viande? Non, opposé. Hein. Donc une bouchère. Voilà. je suis entouré par mes proches, par ma famille, par mes amis. Effectivement, j'ai aussi des compagnes qui étaient pas du tout végétariennes. Donc, et c'était pas facile. Après, je pense que c'est quasiment une question de psychologie, en fait. Et je pense que voilà, le cœur a ses raisons. Et je pense qu'on peut tomber amoureux de gens qui sont très loin de nos valeurs et sans comprendre même pourquoi on a des sentiments. Donc, je pense que c'est le mystère du cœur, quoi. Elliot. Non, c'est pas possible pour moi. Je pense qu'on arrive à un moment où, c'est surtout dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'en 2026, c'est compliqué de pouvoir être avec quelqu'un qui n'est pas du même bord politique. Ça peut arriver qu'on ait quelqu'un de centre qui est avec quelqu'un de droite ou quelqu'un de centre qui est avec gauche-droite. Mais aujourd'hui, on a tellement d'écarts, c'est-à-dire qu'on est soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite dans la majorité des cas, qu'on a cette guerre qui va exploser au bout d'un moment. Donc pour moi, c'est pas possible. Alex. Alors moi, s'il y a un mot que vous avez employé sur lequel... Alex aime les femmes. Non, mais dans c'est un tous les cas, romantique, regarde l'acceptation de soi et de l'autre. Non, alors détrompez-vous parce que je vais remployer un mot que vous avez utilisé et que je trouve très vrai, c'est le mot valeur. En fait, je trouve que, surtout en 2026, comme vous le disiez, Lot, la politique, en fait, et les partis politiques englobent des valeurs. Et je pense que la compatibilité ne peut pas aller à l'encontre de certaines valeurs. Et donc, je pense que c'est pour ça que la question, c'était vraiment être en couple avec quelqu'un qui est opposé à vous politiquement. Je pense que c'est compliqué parce que ça englobe des valeurs qui sont tellement à l'opposé les unes des autres que je pense qu'on peut être en couple, en tout cas pas sur la durée. Pas de cheveux bleus pour vous, Alex. Armand. Vous me prêtez des intentions politiques que je n'ai pas forcément, mais chacun est libre de faire les couleurs de cheveux qu'il veut. Armand, vous, je sais que vous mangez à tous les râteliers. Et ben, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, moi, c'est l'inverse. Je suis peut-être minoritaire sur ce plateau, mais effectivement, moi, je pense qu'on peut se mettre avec quelqu'un, en couple, avec quelqu'un qui ne partage pas nos idées, tant que ça ne touche pas certaines valeurs fondamentales. Donc là, je plus Je veux sois... juste pas payer toute la part du restaurant. Malheureusement, l'éducation fait que je paye à chaque fois la part du restaurant. Mais non, je plus vois ce que vous dites, c'est par rapport aux valeurs fondamentales. Mais je pense que c'est même plutôt sain d'être avec quelqu'un avec qui on est plutôt en désaccord politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, Baya, la politique n'est qu'un aspect de notre vie. Il y a d'autres aspects quand même dans la vie que la politique. On n'est pas obligé de débattre tous les soirs de Bardella ou de Mélenchon. Mais je trouve ça plutôt sain. Et puis ça crée parfois du débat et ça permet aussi parfois d'évoluer sur certaines questions. Moi, j'étais très fermé sur certaines questions. J'ai réussi à faire évoluer mon avis du fait de certains débats qui Et pouvaient y maintenant, avoir. vous aimez bien la bière tiède? Alors, je n'aime toujours pas la bière tiède et je n'arrive pas encore à devenir vegan et je pense que à mon âge c'est foutu. Vous n'êtes pas tombé amoureux de la bonne, Armand. Il me C'est faudrait une juste ça. vegan, qui Mais sait, oui. peut-être que je changerai d'avis. Moi, je suis pas du tout d'accord. En fait, je ne me vois pas une seule seconde de ma vie avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi, dans le sens où ça peut être une expérience où c'est amusant, voilà, on est avec Ça s'appelle l'ennemi. une dictature, ça. On trinque avec l'ennemi, c'est sympathique. Mais en fait, déjà, enfin, je veux dire, moi, On je. trinque avec l'ennemi. La phrase est folle. Non, mais je veux dire, moi, je m'imagine plus tard avoir des enfants. D'ailleurs, mon copain, si tu m'écoutes, voilà. Pas tout de suite, c'est une blague. Vous avez pris une voix de téléphone rose en disant ça. Je sais pas si c'est exprès, mais... Charles, si tu m'écoutes. Non, moi, je trouve que c'est hyper important, ne serait-ce que pour l'éducation des enfants. On aura forcément un réfrigérateur partagé. Donc, si moi, par exemple, je consomme de la viande, mon copain n'en consomme pas, même vis-à-vis des enfants, est-ce que... Enfin, c'est assez compliqué. Moi, j'ai vécu avec des parents qui pensaient totalement différemment et c'était quand même assez compliqué et aujourd'hui je suis schizophrène donc parfois j'ai des tocs, je sais pas mais je trouve que pour les enfants c'est un peu ça peut être une richesse culturelle si l'éducation est très très bien faite et si on est à l'écoute de l'enfant, mais je trouve que d'un point de vue général c'est quand même bien d'avoir un certain cadre et des certaines valeurs. Moi, je suis d'accord avec Baya et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit, je pense que c'est possible, mais en tout cas pas suffisamment sur le long terme. Je pense que quand on arrive à fonder une famille ou autre, il y a des valeurs qui ne peuvent pas cohabiter, je pense, les valeurs fondamentales comme vous le disiez Armand, et c'est pour ça que moi je pense que ça peut toujours tenir parce que on peut avoir des sentiments, on peut développer des sentiments pour une personne qui nous est totalement opposée politiquement. Est-ce que ça va être viable sur le long terme ? Surtout dans un contexte familial, je suis pas certain. Alors après, il y a dans notre famille, comme vous le disiez, des gens qui sont différents de nous politiquement, mais c'est la famille qu'on ne choisit pas. Je pense que quand on choisit quelqu'un pour nous accompagner sur le reste de notre vie, il faut quand même qu'il y ait un socle de valeurs qu'on partage pour que le foyer soit en harmonie. Mais je trouve surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, en France, il y a tellement un grand clivage entre les gens oui, c'est ça. que je me dis, en fait, c'est trop compliqué. En fait, la politique est tellement
dans nos vies que je me vois pas être avec quelqu'un. Mais je trouve que ça se voyait aussi un peu à l'époque de nos parents. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être opposés sur certains, mais ils restaient collés. C'est-à-dire que c'était UMP, PS ou centre. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on a souvent une personne qui nous accompagne du même parti ou du même bord politique et on évolue avec elle, que ça soit vers la droite ou vers la gauche. On revient un peu vers des choses différentes. Armand ? Bah non, je reste toujours minoritaire. Moi, puisqu'on est aux confidences. Armand, il va falloir choisir au bout d'un moment. Attendez, confidence. J'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui était totalement à l'opposé de mes idées politiques et qui parfois me traitait, vous savez, le fameux facho, parce que je suis plutôt de droite. Scoop. Est-ce que vous êtes un facho ? Scoop, je suis de droite. Donc, c'était marrant et puis c'est drôle lorsque, effectivement, on débat. Après, je maintiens, la politique n'est qu'un aspect de notre vie. C'est pas l'alpha et l'oméga d'un couple. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui font qu'on peut tomber amoureux et rester avec une personne au-delà de ses idées politiques. C'est qu'un débat qui arrive tous les 5 ans, parce que la réalité c'est qu'on parle pas politique tous les jours. On parle pas politique tous les jours dans un couple. Comme vous le dites, oui, on parle pas tous les jours de Bardella ou du dernier discours qu'il a fait, mais tout est politique, tout ce qui touche à la vie courante est politique. Mais du coup, alors j'ai une question, combien de temps ça a duré avec cette personne et quelles sont les raisons? Tu t'intéresses beaucoup trop à sa vie. Non, mais je cherche à comprendre. Donc combien de temps ça a duré et quelles étaient les raisons de la rupture, si c'est pas confidentiel, évidemment. Bravo, je vais quand même répondre en nous esquivant un peu. Actuellement en ligne. Non, mais je vais répondre en étant un peu évasif. Ça a duré quand même assez longtemps, ça a duré 5 ans, donc c'est quand même assez long. Et, un quinquennat. Je vous ai dit au début du débat, dès qu'on a commencé le débat. Non, pourquoi vous avez voté pour quelqu'un d'autre au bout de 5 ans? Cependant, vous avez peut-être pas tort par rapport aux valeurs, c'est que cette personne a déménagé tout simplement parce qu'elle n'était pas attachée à la France. Elle qui était pourtant française, elle n'était pas autant attachée à la France que je l'étais. Moi, j'ai choisi de rester en France et de continuer à travailler en France. C'est une série Netflix. Et elle est partie vivre dans un pays étranger, contrairement à moi. Moi, je zappe. Et c'est la raison de la rupture, du coup. Monsieur La Moreau. distance, oui. Ok. Après, je pense que une relation comme le couple en particulier, ça peut être aussi l'occasion de faire évoluer le point de vue de l'autre, même si on ne change pas les gens, bien sûr. Mais si je pense au sujet de la viande, le plus souvent, en fait, moi, les situations où j'étais avec des proches et que je disais rien, mais juste par le choix de ce que je mangeais, ça suscitait un débat, etc. Et souvent, c'est plus fort que des arguments, en fait. C'est la force de l'exemple, de l'exemplarité, c'est quasiment biblique. Hein. Et donc, faut le voir aussi comme ça, je pense, comme rester ouvert aux évolutions, quoi. C'est vrai que plus les membres du couple sont ouverts, plus ça le fait. Mais s'ils sont assez fermés et très arrêtés sur leurs idées, l'un va penser qu'il voit mieux que l'autre comment doit fonctionner la vie, et forcément, ça peut pas coïncider. Dr Love. Appelez-moi Hitch. Après, vous avez de la chance, monsieur Moreau, parce que vous avez un sujet transpartisan. Donc ça veut dire que vous pouvez autant être avec une personne de gauche que de droite. C'est vrai. Après, je pense pas que vous alliez vous mettre avec quelqu'un qui vient d'une famille qui fait de la corrida non plus, quoi. Non, ça quand même, ça serait difficile. Mais si vous tombez amoureux, comment on fait? Ou cannibale. Hashtag Béatrice Dalle. Oula, si vous avez bien sûr qu'on l'a, bien sûr qu'on l'a. Ça va être le monde en antenne. Si vous avez quelqu'un que je déteste vous avez déjà sorti, vous? Non, j'ai pas la rêve. Avec une cannibale, non. J'ai pas la rêve, je déteste ne pas avoir les rêves. Non, vous esquivez la question. La question. Vous êtes déjà sorti avec quelqu'un qui pensait pas comme vous? Oui, mais je pense très jeune et du coup à une période en maternelle. En maternelle quand même pas, mais je pense oui, aller peut-être au collège ou début lycée, à l'époque où la politique c'était pas j'avais pas forcément de très grosse conscience politique, j'étais pas assez politisé et du coup c'était pas un élément pour moi de réflexion dans est-ce que je me mets avec cette fille là ou pas. Merci Alex. Je vous en prie. Merci monsieur Moreau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et bien de faire des vidéos avec Tony qui touchent de plus en plus de non-animalistes et qui les sensibilisent. Moi, je vous souhaite de vous retrouver dans ma série Un jour un candidat la semaine prochaine. Donc, annoncez-nous une candidature à la présidentielle 2027 et vous serez dans notre émission la semaine prochaine. Merci. Ça sera une annonce officielle du parti animaliste. Allez. Merci à tous et on se retrouve samedi prochain de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie pour On ne va pas se mentir. Vous appréciez cette émission? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats. On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moi, le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. Histoire,
au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre. Il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. Littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai? Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.